Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui ensorcelle les films à la sortie. Aujourd'hui, on attrape nos balais magiques, nos baguettes et nos sorts affûtés, on rend honneur aux sorcières. Et avec moi, un coven de nécromanciens et nécromanciennes survoltés. Ils croient regarder des films longs qui représentent la vie réelle, la réalité. Mais en vrai, il a surtout été maudit et condamné à rester le nez collé devant sa fenêtre. Peu importe, il trouve quand même ça fascinant. C'est Ellie. Salut! Celle qui lui a proféré ce sort, qui fascine et fait frémir les âmes égarées. On aurait dû se douter de son caractère maléfique lorsqu'on a réalisé qu'elle avait pour familier un chat qui s'incruste souvent dans les émissions. Mais la fuir est inutile, la voilà, la terreur d'Eastwick. Salut Éléonore. Salut, on invoque les sorcières, je reviens. Bon, la raison pour laquelle on a rappelé Léo, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, c'est parce que on a voulu sauver quelqu'un d'un sort un petit peu étrange. Pensant que c'était une bassine de vin rouge, l'un de nos rédacteurs a avalé une marmite de soupe au petit pois et s'est retrouvé transformé en souris. Faut dire que c'est pas sa première boulette, hein. Généralement on sait jamais si c'est le fervent conseiller du roi Arthur ou si c'est un ressort humoristique de Camelot. Toujours est-il que nous le connaissons sous un nom et un seul. Salut Marwan l'Enchanteur. Salut à tous, hein. J'espère que je vais vous amuser avec mes sorts et mes cabrioles. Et enfin, une revenante que nous avions perdue suite à un arrêt cardiaque, traumatisée par un film de Hong Sang-soo qu'elle était. Mais grâce à une potion de jouvence et de résurrection, la revoilà parmi nous. Bon, en vrai, je vous avoue que ce genre de potion, ça fait que ça sent un peu le renfermé et la terre rance, mais on est quand même heureux de la retrouver. Salut Jess. Bonjour à tous. Contente d'être de retour parmi les vivants. Mais très content de t'avoir parmi nous surtout. Comment ça va depuis Hotel by the River ? Eh bien, après un coma de 6 mois dû à ce film, me revoilà. Tu as invoqué les sorcières, donc en tant que sorcière, je suis là. Elle doit tomber dans le coma sur cette déclaration, faut le savoir. Hein. Eh bien, nous Tomber dans le coma devant Hotel by the River, quelle tristesse. On a le seul qui avait aimé Hotel by the River de l'équipe et qui n'avait pas pu en parler, qui veut contester. Non, mais je n'ai pas détesté. J'avais fait ma contre-critique déjà dans l'émission. Mais je te rassure, j'ai pas détesté Ellie quand même, je te rassure. Mais non, mais je me souviens, j'avais écouté l'épisode, mais... Mais de toute façon, c'est une belle manière de tomber dans le coma, hein. Oui, c'est Partir original. sur un bon film, c'est toujours réjouissant. J'aurais peut-être choisi autre chose si j'avais pu quand même. Aujourd'hui, nous allons parler donc des sorcières pour accompagner la sortie du nouveau film de Robert Zemeckis, Sacrée Sorcière, une sortie qui était prévue donc pour le grand écran et qui se retrouve évidemment en VOD et en DVD et qui est accompagnée d'une petite réputation pas très sympathique. Nous verrons ce qu'il en est. C'est une adaptation du célèbre conte de Roald Dahl qui a déjà connu un passage sur grand écran avec le deuxième film de ce corpus, Les Sorcières, de Nicholas Roeg, sorti en 1990. On va ensuite s'intéresser donc au folklore américain, aux superstitions des petites villes. On pourrait penser à Salem, on pourrait penser à une adaptation de King, qui aime bien aussi jouer sur ce genre de choses, mais on va plutôt se diriger du côté d'Eastwick, ville assez réputée également pour ce folklore, que l'ami George Miller va dépeindre avec son cynisme habituel dans Les Sorcières d'Eastwick, tout simplement. Et pour finir, et rester à l'orée des années 90, retour chez ce cher Robert Zemeckis avec La mort vous va si bien. Un beau programme, et on va voir tout de suite si tout le monde a passé un bon moment. Witches. They're real. And they hate children. Welcome. What would you do if there were mice running all around this hotel? I would call the exterminator. You see, girls? He would exterminate those brats. Rats. We would exterminate the rats. Vous l'avez entendu, voici la bande-annonce donc des Sacrées Sorcières de Robert Zemeckis. Comme je le disais auparavant, donc sorti en VOD, en DVD, en Blu-ray, il y a peu de temps. Un film dans lequel nous retrouvons Anne Hathaway dans le rôle de la grande sorcière, Octavia Spencer dans le rôle de la grand-mère, Jacques Kadim Bruno, j'ai réussi à le dire, je suis assez étonné, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, dans le rôle du garçon, Chris Rock dans son penchant adulte qui va jouer le narrateur, puisque les personnages n'ont pas de nom dans cette version, et nous retrouvons par contre Stanley Tucci dans le rôle de Monsieur Stringer, qui est le gérant de l'hôtel dans lequel l'action se déroule. C'est une adaptation, donc, comme je le disais, du livre de 1983 de Roald Dahl,
Et donc l'histoire, quelle est-elle? L'histoire, donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui se retrouve donc du coup suite à un accident de la route orphelin. Voilà, ses parents décèdent, il retourne vivre avec sa grand-mère, mais le jeune garçon apprend justement par le biais de sa grand-mère qu'il existe des sorcières et qu'elles n'habitent pas très loin de là, qu'il faut qu'il fasse attention car les sorcières détestent les enfants. Alors qu'il se rend donc avec sa grand-mère dans un hôtel, il va faire face à ces sorcières qui vont, entre autres, transformer son ami en souris. Donc va y avoir une aventure où il va devoir se sortir de cette situation, trouver comment retrouver forme humaine éventuellement, et comment surtout combattre les sorcières aux côtés de sa grand-mère. T'as presque spoilé le film, Thierry, en disant qu'ils vont dans un hôtel, vu le temps que ça m'est arrivé quand même. Hein. C'est vrai que dans cette version, dans la version là, c'est long. L'exposition est un petit peu longue, mais Ellie, je sens que tu as la langue un petit peu pendue. Est-ce que tu as envie justement de commencer sur ce film? Ah bah si tu veux. Donc ouais, bah Sacrée sorcière de Zemeckis, donc c'est le premier film que j'ai vu de la sélection. Hein. Et bah je suis assez mitigé dessus en fait parce que je trouve que c'est un film qui s'est fait beaucoup bâcher, donc forcément j'avais pas forcément des attentes particulières, mais j'étais très curieux de voir si c'était vraiment aussi terrible que ce que tout le monde dit, ou si justement les gens sont juste devenus cruels envers Zemeckis, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une tendance aussi qui s'est développée avec le temps. Et en fait, bah, le bilan, c'est que c'est un peu l'un et l'autre. Je trouve que les gens ont été un peu forts, mais qu'en même temps, bah, le film laisse beaucoup à désirer, parce que si Zemeckis se démarque toujours par une certaine générosité dans sa mise en scène et son approche du cinéma. Il y a beaucoup de plans séquences, de mouvements de caméra assez virtuoses, on sent qu'il s'amuse un petit peu. Bah, Papy, il a du mal à créer de la tension et de l'enjeu, je trouve, et même si du coup il y a une ambiance très enfantine volontaire, l'idée de, voilà, presque faire un film que tu regardes comme un petit bonbon, tu vois, limite le dimanche matin, c'est un peu un cartoon, tu vois. Bah, je trouve qu'il a du mal à ajouter le peu de sel qui ferait qu'on se passionne pour cette histoire et qu'on y croit et qu'on a envie de vivre à fond cette aventure, parce qu'au final là ça coule juste tout seul et ça reste assez anecdotique, et en plus même des fois ça devient assez agaçant parce que c'est plombé par un surplus explicatif avec des dialogues qui sont too much, une exposition qui est beaucoup trop longue, et du coup bah je trouve que le film patine un petit peu, et une fois que la situation se débloque et qu'on arrive à ce qu'on attendait depuis le début, à savoir bah les souris, les sorcières, etc., bah rien ne se détache vraiment du reste en fait, il y a pas vraiment de tension qui émerge de tout ça. Toutes les péripéties s'enchaînent de manière hyper simple sans vraiment qu'il y ait de problème jusqu'à la résolution finale, et le film se termine et on est en mode ah bah voilà, c'est fait. Et du coup c'est un peu frustrant malgré voilà quelques très très belles idées, je trouve, de cinéma dedans. Donc voilà, je suis un peu tristoun. Je me dis finalement que le film avait beaucoup plus à offrir que ce que tout le monde dit, mais qu'il offre déjà pas mal en quelque sorte, mais que bah il laisse quand même, voilà, il y a beaucoup de lacunes qui font que j'ai pas vraiment accroché à l'ensemble. T'es sur une demi-teinte, toi, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Lucien, mais plutôt pas forcément très positive. Voilà, je trouve le film très moyen, et on va dire que ça me frustre un peu. En fait, ça m'a d'autant plus frustré quand j'ai vu les autres films de la sélection, notamment un film qu'on évoquera peut-être, La mort vous va si bien, et surtout là les sorcières de Nicolas Rugg, qui du coup reprend la même histoire, et voilà, une fois que j'ai vu tout le corpus, je me suis dit que vraiment bah il y a un vrai manque dans la version de Zemeckis, il y a plusieurs manques dans la version de Zemeckis, et je trouve que c'est assez triste en fait, et en même temps on voit quand même qu'il essaye de créer quelque chose, et qu'il y a pas mal de choses intéressantes à en tirer finalement, quand même, en termes de mise en scène, je parle du moins. Qui veut rebondir justement sur ce propos? Qui ressent la même chose? Qui a des choses qui l'intriguent? Moi, je veux bien. Jess, je veux vas-y. bien, ouais, effectivement. Moi, je ressens également ce côté un peu demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression d'avoir une première partie avec un super conte hyper bien raconté de la part de Zemeckis. Et dès qu'on arrive effectivement à ce qu'on attend, ce qu'on nous tease un petit peu depuis le début, là, personnellement, j'y trouve pas mon compte. Je suis particulièrement déçue d'avoir des effets numériques pour des choses banales, comme pour le coup du chat. Enfin, je comprends pas, je le trouve assez laid en plus, et il est vraiment pas bien fait du tout. J'aime pas non plus l'esthétisme des sorcières, très franchement. J'ai beaucoup de mal.
Et en plus, j'ai un problème, c'est que je trouve qu'Anna Thaoué, bah là, pour moi, c'est à côté, en fait. Enfin, et c'est dommage parce que ça pourrait fonctionner, mais c'est presque un too much. Et du coup, en fait, ça me sort complètement de ça et je retrouve plus la magie du conte que j'avais au début. Après, je pense quand même que les gens ont été un peu gratuitement méchants avec Zemeckis parce que c'est pas non plus c'est pas une bouse quoi. Enfin, loin de là, il y a quand même quelque chose de très sympa, mais ouais, ça me laisse un peu cette sensation un peu de double métrage entre guillemets. Et en plus, j'ai aussi la sensation de ne pas trop savoir si c'est vraiment totalement pour les enfants ou si c'est adulte, quoi. Parce que pour les enfants, je trouve qu'il y a des scènes ultra creepy. Enfin, je sais que les enfants sont vraiment moins impressionnables aujourd'hui, mais quand même, il y a des scènes, notamment une scène dans la gaine d'aération où moi, ça me fait penser genre à ça, en fait. Et je me dis, Ouais, merde, pour des enfants, c'est enfin, chaud. mais ça, Donc, c'est aussi pour les enfants. Ça fait enfin, bref, ça parle de peur infantile. ouais, enfin, ça, c'est quand même un petit Au peu. Enfin, contraire, c'est pas à il 8 ans faut que tu que les regardes ça, quoi. Enfin, il faut que les enfants aient ce genre de peur, sinon ça n'a aucun sens. Enfin, t'es pas dans une bulle quand t'es un gamin. Et je crois pas que les enfants soient moins sensibles actuellement qu'à l'époque. Enfin, Ils sont quand même beaucoup plus matraqués faut- par des infos, par ce genre de choses qui sont quand même beaucoup plus trash qu'à l'époque. Mais Oui, après, il faut voir que s'ils nous, comprennent petits les aussi, infos ou pas. Mais on voyait moins d'images aussi quand on était gosse. Donc, mais du coup, ouais, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas. En fait, j'arrive pas, tu vois, vraiment à savoir si c'est vraiment un film d'enfant ou un film très adulte. Ou alors c'est peut-être moi qui le regarde euh, avec mes yeux moi, je trouve que d'enfant c'est et un du coup, film c'est moins adapté, quoi. 100% pour enfants. Même au niveau de la peur, c'est des peurs qui sont très enfantines, je trouve. Ouais, je sais pas. Je te dis, moi, je parle dans l'esthétisme, vraiment. C'est plus ça. Léo, du coup, toi, tu en as une image qui se rapproche plus, selon toi, du coup, du film vraiment pour enfants. Qu'est-ce qui te fait justement aller dans cette idée-là? Alors déjà, oui, c'est déjà un truc. Avant de parler de mon ressenti, je trouve que c'est un film qui n'aurait jamais dû fuiter. Parce que très clairement, les gens qui ont vu ce film n'étaient pas la cible normale du film, et du coup le film a eu des retours atroces qu'il n'aurait pas dû avoir parce qu'il n'était pas aussi atroce qu'il est, et que ça aurait dû être un film soit de vacances de Noël, soit de vacances d'été parfait, où les grands-parents, la famille peuvent accompagner les enfants sans trop de problèmes. Donc déjà ça c'est un peu mon coup de gueule habituel, mais je trouve que c'est le piratage et compagnie, c'est une infamie, surtout en ce moment. Ensuite, moi j'adore Roald Dahl, je les ai quasi tous lus quand j'étais petite, et en fait quand j'ai vu ce film, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir 8 ans à nouveau, et d'avoir face à moi grosso modo les images que j'avais dans ma tête au moment où je lisais le bouquin. Ce côté hyper coloré, ce côté hybride, vrai magique, qui vraiment est du coup est très difficile à dissocier, et c'était vraiment exactement comme ça que j'imaginais l'univers de Roald Dahl. Du coup, c'était assez fou. Par contre, après, pour une personne adulte, je trouve que c'est pas forcément si j'avais pas eu cette sensation de flashback, je pense pas que le film m'aurait autant plu. J'aurais été beaucoup plus déçue finalement. Je trouve que Robert Zemeckis, niveau mise en scène, quand même, c'est toujours franchement bien. Il tente quand même un truc sur l'image, on aime ou on n'aime pas, mais c'est jusqu'au boutiste. Après, Anna Thaoué et tous les accents chelous. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Moi, ça m'a fait triper, mais plus parce que finalement, c'était pas très bien fait, et que finalement, j'aime bien les côtés un peu pas bien faits. Ça me fait toujours un peu marrer. C'est mon côté, j'aime les nanars et compagnie. Elle a un accent russe absolument improbable et, C'est clair. et atroce, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Et faut savoir aussi que le narrateur, du coup Chris Rock, a un accent quand il fait la narration, alors que le gamin n'en a pas. Enfin, ça n'a pas de sens, et finalement c'est aussi un petit peu ce que j'aime dans ce genre de film, parce qu'on s'en fout, c'est pas grave. En plus, au-delà d'un accent, Chris Rock mais ça, il l'a depuis toujours, il a un défaut en fait de la mâchoire qui fait qu'il bouffe pas mal ses mots. Et ça s'est toujours senti dans les films quand il était plus jeune, c'était très bizarre.
Mais du coup, oui, ça lui rajoute en plus au léger accent qu'il a déjà de base. Mais alors oui, c'est encore plus illogique avec le gamin, quoi. Et du coup, pour revenir un petit peu sur le côté peur infantile, je trouve qu'au contraire, les films pour gamins de notre époque essayent à tout prix d'éviter de confronter les gamins à des peurs classiques, ce qu'on n'avait pas nous à notre époque. Enfin, je veux dire, quand tu regardes les Disney, le Roi Lion, Bambi et compagnie, ils n'avaient pas peur de te mettre face à des situations qui étaient relativement atroces. Ah oui, Et, au niveau du mais dessin qui animé, sont- je suis tout à fait d'accord avec toi. Au niveau des dessins animés, on a complètement perdu ça. Même limite, la mort n'existe presque plus dans les dessins animés, quoi. Ou du coup n'est Oui, plus du tout, comment dire, perçu de manière aussi cruelle, quoi, et aussi réaliste en fin de compte. Mais ouais, je sais c'est pas, j'arrive pas à bien parce définir que ce que j'essaie de dire là. Je tu parle pas de parlais tant de des peur infos, en fait. effectivement, il peut y avoir des images traumatiques, mais finalement, est-ce que les gamins comprennent ce qu'ils voient aux informations? Du coup, finalement, c'est pas forcément bien, parce qu'il peut y avoir des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'appréhendent pas, mais est-ce que ça va Enfin, ça ne leur permet pas, du coup, de comprendre, alors qu'au contraire, il faut que ça passe par un film, un dessin animé, parce que c'est un moyen de se construire, quoi. Donc je trouve ça, au contraire, très bien pour un film pour enfants. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, est-ce que c'est aussi parce que, enfin, tu vois, moi, ça me ramène aussi peut-être à mes peurs enfantines, où en l'occurrence, j'avais pas peur des choses réelles qui pouvaient être dangereuses, mais bien de tout ce qui était fantastique et les monstres ou ce genre de choses-là, en réalité. Donc, peut-être que c'est là, avec la dimension de la sorcière et le côté créature, où du coup, moi, ça me perturbe peut-être plus. C'est fort possible aussi, hein, tout simplement. Question Oui, mais vraiment du de coup, ressenti très personnel, quoi. c'est bien que ça perturbe, c'est fait pour. Moi d'ailleurs, j'ai trouvé hyper stylée cette scène dont tu parlais. Je me dis, ah ouais, Mm. quand même, celle-là, elle est bien. Ouais, ouais, Elle elle est pas était mal, bien. ça va. Marwan, toi qui es l'enfant du groupe, as-tu été perturbé par le film? Et quel a été ton avis en plus? Je trouve le film intéressant dans plusieurs mesures. Après, pour ne rien vous cacher, j'ai enchaîné donc le film de Roeg et celui de Zemeckis sans savoir au départ, enfin, c'est vraiment en voyant Sacré Sorcière que j'ai fait le lien que c'était la même adaptation. Donc j'avais pas fait mes recherches, je suis allé comme ça. Donc en gros, donc j'ai pas fait exprès d'enchaîner les films. Et dans ce principe d'enchaîner les films sans avoir lu le livre, il y a eu cette comparaison constante de ce qu'a été la première adaptation à la seconde, de ce qui fonctionnait dans la première et pas dans la deuxième. Et je ne sais pas si c'est un regard qui pourrait vraiment être universel ou vraiment être intéressant, dans le sens où il n'y a été que comparaison, parce que j'ai découvert les deux en même temps et je les ai enchaînés. Après, sans vouloir parler du second, enfin du premier, je trouve que la mise en scène brille uniquement dans ses effets, on va dire, numériques, lorsqu'il est question d'exaltation de la sorcière, enfin, des effets de la sorcière, les courses-poursuites des souris. Je trouve que c'est vraiment à ces moments-là qu'il s'amuse, comme s'il connaissait vraiment cette grammaire de l'invisible, cette grammaire du numérique. Mais autrement, je trouve qu'il a eu beaucoup de mal, je trouve, à réellement, je trouve, diriger ses acteurs adultes, dans le sens où je trouve que Octavia Spencer aussi en faisait beaucoup que dans son rôle, et que Anna Hathaway également en faisait beaucoup, mais c'était un personnage, on va dire, qui était assez bon, il jouait cette exagération, on voyait que c'était fait exprès, mais ça me dérangeait également. Je trouvais qu'il y avait toujours ce trop plein, cette volonté, je ne sais pas, pour le coup Léo tu pourrais nous le dire, mais je ne sais pas qui était le narrateur dans le livre à la base, qui l'histoire, mais je trouvais ça beaucoup moins efficace d'avoir le fils qui raconte l'histoire. Je trouve ça dans l'ouverture, je trouve ça beaucoup plus passionnant et intéressant d'avoir au contraire la grand-mère qui elle va créer, on va dire, un contact beaucoup plus intense avec les spectateurs. Donc, et il va directement invoquer comment dire, la vision de l'enfance que nous avons. Et c'est en ça que je trouve que le film a eu quelques problèmes, surtout dans l'enchaînement des péripéties, dans le sens où ce qui m'a particulièrement marqué, j'ai une idée du personnage principal. C'est en gros, à chaque fois, c'est beaucoup plus fin dans la première version, mais à chaque fois ils doivent trouver, faire quelque chose,
ça vient d'une idée qu'a l'enfant, et ça se résout, et puis il y a autre chose à faire, et ça se résout, et il y a cette répétition qui est un peu dommage, mais je pense aussi que, pour le coup, je vais revenir sur ce que vous disiez, je pense sincèrement que ce film est vraiment uniquement réservé aux enfants. Et c'est totalement ça, dans le sens où tous ces personnages-là peuvent manquer de rondeur dans leur interprétation, mais ils interprètent tous quelque chose qui ferait réagir à plus jeune, en fait. Et au contraire, je trouve que, ouais, enfin, pour le coup, comme je trouve que les effets, comme dans le conduit d'aération, c'est des effets qui ne font peur que c'est assez marqué, en fait, c'est assez typé comme peur. C'est pas des peurs universelles, c'est des peurs que l'on a parce que peut-être qu'on a vécu un truc un jour ou on a lu un truc un jour, et c'est quelque chose qui est assez personnel finalement. Et au contraire, ça reste encore inoffensif. Et je trouve beaucoup plus inoffensif finalement que le premier, juste parce que je trouve qu'il a pas poussé, on va dire, encore une fois c'est de la comparaison, mais il a pas poussé assez peut-être les sorcières qui sont pas si moches que ça, à part 2-3 pustules sur le visage, quoi. Bah, pour le coup, je suis un peu mitigé, moi, perso, entre tout ce qui est dit là. Je rejoins pas mal Ellie sur pas mal de points. Moi, c'est le premier film que j'ai vu de la sélection. Et du coup, je l'ai énormément aimé. Et je l'ai descendu au fur et à mesure de mon estime en voyant les autres. En voyant déjà la première adaptation et en voyant un autre film de Zemeckis et en me disant, ah ouais, Oui. c'est un petit peu plus flemmard. Mais n'empêche que j'ai trouvé ça voilà, vraiment très honnête. Et j'ai trouvé que Oh, c'était un sympa. très bon film pour enfants. Là, pour le coup, Jess, je te rejoins moins dans le sens où je trouve que même justement les trucs qui font vraiment très peur, moi quand j'étais petit, justement, c'est ce qui me scotchait aussi à l'écran. Et avoir un méchant qui soit crédible et qui me fasse vraiment peur, ça me donnait cette espèce d'empathie pour le personnage que je n'aurais pas eu si le méchant avait été un peu trop lissé. Et je trouve que justement, c'est plutôt bien dosé. Là où je salue énormément le travail de Zemeckis, c'est sur justement son talent de conteur, hein, c'est ce qu'on a tous dit plus ou moins. Il a une grammaire de mise en scène qui est assez folle et surtout c'est quelqu'un qui maîtrise énormément les univers hybrides. Il en a toujours fait sa carrière. Et là, je trouve que bon, au-delà de certains effets, Jess, je te rejoins pour le chat que j'ai trouvé assez laid aussi et plutôt décevant par rapport au fait que tout le reste était plutôt maîtrisé à mon goût. Oui, et Et puis il y avait un vrai chat dans la première version, enfin, du coup, oui, c'était voilà. faisable, quoi. Après, non, mais un chat totalement numérique, pourquoi pas, vu que les souris le sont, si tu veux, mais justement, les souris, moi, m'ont pas du tout dérangé, là où le chat, oui. Donc Non, après, bon, c'est. les souris, très bien, il y a pas de souci sur les souris, hein, pour moi. Voilà. Donc après, c'est comme ça. Mais Mmh. du coup, voilà, je vais retrouver mes mots. Excuse-moi, c'est ma Non, non, faute. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Euh, là où ça me charme énormément, voilà, c'est sur cette capacité à faire de l'univers hybride. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ben ils font pas dans le tout numérique. Il est pas totalement dedans, même si c'est quelque chose qu'il maîtriserait bien mieux que n'importe qui, parce qu'il fait de la mise en scène avec. Il se contente pas juste de balancer un beau décor où tout le monde est émerveillé en pensant que c'est de la photographie. Là, enfin, il arrive à en jouer, il fait des longs plans, voilà, même justement, le chat m'a dérangé, mais par contre, l'espèce de passage où le chat descend, rentre dans la maison, on passe d'une espèce de maison totalement réelle, et à l'intérieur, c'est du décor réel, parce qu'il y a des personnages qui évoluent dedans, et il arrive toujours à jouer là-dessus. Le passage où les souris se font poursuivre par une femme de chambre aussi, on est sur du semi-décor réel, il y a un faux décor en dessous qui est numérique pour que les souris puissent évoluer, mais la nana est réellement filmée sur un vrai décor, et c'est super fluide. Là-dessus, c'est assez fou. Après, bah voilà, pour ce qui est de l'histoire, c'est vrai qu'en effet, ça manque pas mal de tension, ça manque peut-être un peu de facéties qui font qu'on arrive à ressentir un peu plus de choses dans l'aventure, parce que l'aventure est là, et je trouve que l'autre adaptation, justement, arrivait plus à gérer cette tension-là et ces émotions-là. Mais par contre, les sorcières, je les trouve plutôt cool. Moi, ce que je reproche à Anatawe, c'est pas d'en faire trop, c'est d'en faire pas assez pour moi. Et Oui, ça, c'est clairement en comparaison avec l'autre, parce que dans l'autre version, on va en parler, c'est encore pire. Et là, je trouve que justement, Anatawe essaie de cabotiner, mais essaie de cabotiner avec justesse. Là où on s'en fout qu'elle en fasse 3 tonnes, on s'en fout qu'elle joue mal. L'essentiel, c'est qu'on voit un personnage, enfin, en tout cas pour moi, c'est que je dois voir un personnage mais totalement grandiloquent, qui en fout 3 tonnes, qui hurle dans tous les sens, et qui justement, nous rend fou parce qu'on voit quelqu'un qui s'amuse. Et j'avais l'impression que justement, elle se bridait un petit peu là-dessus. C'est ça, moi, qui m'a surtout déçu, en fait, dans ce personnage. Après, tu sais, il y a aussi peut-être le fait que moi, je l'ai plus vu comme un film de Robert Zemeckis et pas comme un film pour enfants, hein, clairement. Moi, je voulais le voir comme un film juste d'un réalisateur que j'adore depuis X années, et pas, j'ai pas du tout pris le pli du film pour enfants, je le sais très bien. Et je sais que c'est ce qui m'a perdu aussi sur pas mal de choses, quoi. Donc, du coup, pour moi, Anatawe, c'est pour ça aussi que, bah, pour moi, c'est pas juste. Alors qu'effectivement,
bah ouais, pour les enfants, on s'en fout. Au contraire, c'est à ce moment-là, vu de ce point de vue-là, oui, c'est très très bien. Il y a pas de souci, quoi. Moi, je trouve ça quand même dommage de réussir à faire un film avec des rongeurs qui a moins de tension que Mission G. Voilà. Que Mission G. Oh non, t'as pas dit ça. Si, Thierry, je viens de le dire. Très très bien entendu. Alors, je suis content de voir que peu de gens réagissent comme ça. Ça veut dire que très peu de gens savent ici ce qu'est Mission G et c'est peut-être pas plus mal. Je suis très déçu. Voilà, On est obligé de demander ce que c'est à un moment donné. Hein. Rappelons-nous, Ah oui, c'est un très beau J'attends que film. quelqu'un le fasse. Mais le film m'y a beaucoup fait penser, hein, vraiment. Pour le coup, c'est pas une vanne. Pourquoi t'as vu ça, Ellie, voyons? Oh bah j'étais petit, tu sais, on fait des bêtises à cet âge-là. Nous, quand on était petits, on regardait La souris de Gore Verbinski, c'était très bien. La question, c'est petit ou bourré? Les deux. Après un mariage, les fonds de verre. Ouais, une cuite au calva avec Mission G à 7 ans, c'était pas mal, tu vois. C'était une vie sympa. C'est ça les Bretons. Bon, il semblerait qu'on ait pas mal fait le tour justement de ce qu'on a pensé de Sacrée Sorcière de Zemeckis. Et c'est justement bien d'être dans la retenue de ne pas en avoir trop dit, puisque là on va parler justement de l'autre adaptation, celle de Nicolas Roeg, Les Sorcières de 1990. From the incredible imagination of Jim Henson and director Nicholas Roeg comes a fascinating new fantasy adventure, The Witches. For when a little boy accidentally stumbles into their secret world, he finds they've got a lot more power than he ever imagined. Grandma, it's me, Luke. Luke. They turned me into a mouse. Oh my. It was the Grand High Witch. Les Sorcières de Nicolas Roeg, un film donc de 1990 que vous pouvez trouver sur Netflix à l'heure actuelle. Ce qui est quand même pas mal si des gens sont curieux et ont envie de le découvrir. C'est un film avec Angelica Houston, donc qui va jouer le rôle de la grande sorcière, mais qui cette fois-ci a un nom, elle s'appelle Eva Ernst. Nous avons May Zetterling qui va jouer la grand-mère, Helga Evershim. Nous avons Jason Fisher qui va jouer donc le garçon, qui cette fois-ci s'appelle Luke Evershim. Et nous avons Rowan Atkinson qui va jouer Mr. Stringer. Et, petite anecdote sympathique, nous avons aussi Michael Palin, ce cher Monty Python, qui joue une des sorcières. De là à vous dire laquelle, je ne sais pas. Oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Oui, parce Oui. il y a quand même beaucoup d'hommes déguisés en sorcières. Oui, oui. Oui, non, alors, ça c'est vrai, mais alors de là à reconnaître Michael Palin, il fallait y aller. En fait, il joue à Moe et Charlie pendant les épisodes. C'est ça. Bah bravo Marwan. Du coup Marwan, tu gagnes le droit de commencer. Bah, c'était le premier film que j'ai visionné lors de ces 3 ou 4 films. tout dépend de ce qu'on va en faire. Et j'ai trouvé ça assez génial. Parce qu'encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a cette bonne idée d'avoir choisi la grand-mère comme l'instigatrice de l'univers qui va être proposé par la suite, la conteuse qui va, disons, même si on sait qu'il sera question de sorcière, il n'est pas directement dit clairement que c'est vraiment le cas. C'est vraiment qu'à partir de l'apparition de la première sorcière qu'on se rend compte de cette réalité. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait cette candeur, cette volonté de réellement raconter, comment dire ça, avec un amusement assez impressionnant avec une envie de faire qui m'a beaucoup plu dans cet hôtel qui est vraiment est le lieu de toutes les péripéties pour le gamin. Et j'ai réellement passé un bon moment dans le sens où la mise en scène est très intéressante et les animatroniques sont dingues et on y passe vraiment un moment assez voilà, c'est cool et j'apprécie, ouais, j'ai vraiment apprécié cet univers qui, à l'inverse de Sacrée Sorcière, était peut-être je sais pas comment dire je sais pas comment dire ça, c'était davantage, je trouve, j'ai l'impression qu'il y avait une attention portée sur
sur les péripéties qui étaient différentes de ce qui était dans Sacrée Sorcière. C'est que on a l'impression que tout s'enchaîne davantage, et on a davantage peur, je trouve. Enfin, il y a un côté très cartoonesque dans le visage de la sorcière suprême, dans la réaction du gamin. Je trouve qu'il y a quelque chose de moins forcé que dans Sacrée Sorcière. De moins forcé, qui veut rebondir sur cette affirmation? Je veux bien encore enchaîner si Jess, vous c'est voulez. parti. Jess, elle est au taquet. Je suis au taquet là, on parle de sorcière là, c'est parti. Même chose pour moi, je trouve le film beaucoup plus fluide en fait, et comme si ça coulait plus naturellement de source. J'aime aussi beaucoup l'introduction par la grand-mère. C'est une vision que j'ai tendance à préférer en général, mais après voilà, c'est juste mon ressenti encore une fois. Et après, moi je suis très fan des FX en dur, donc même si là on peut s'accorder que ce soit devenu peut-être un petit peu cheap, en fait le côté effectivement cartoonesque un peu du film, le côté même ces fumées vertes quand il y a de la transformation, tout ça et tout, moi je trouve ça juste génialissime. Et en fait le côté FX en dur, le côté l'enfant il a toujours l'air un peu de découvrir le monde. Il a toujours les grands yeux, la bouche toujours un peu ébahie, et je sais pas, en fait je trouve que la magie pour moi opère beaucoup plus instantanément et facilement sur cette version-là. Alors, Oui. qui a évidemment préféré aussi cette version-là? Bon, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde, mais Tout on va le quand monde, même ouais. laisser le doute planer. Léo, tu rigoles parce que j'ai dit ça, mais pourquoi donc? Pourquoi je ris? Pourquoi tu rigoles quand je dis que tout le monde a peut-être préféré cette version? Non, mais si, je suis d'accord, tout le monde, évidemment, c'est pas très difficile quand même. Tout le monde a du goût ici, voyons. Oh. Voilà. Mais Léo, vas-y. Du coup, c'est à moi, c'est ça? Pardon, C'est à toi. j'avais pas compris. Oui, alors moi pour le coup, je l'ai vu il y a très 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 longtemps bien. J'ai essayé de le re-regarder, mais j'avoue que j'ai pas pu être très attentive, donc c'est un peu des souvenirs assez lointains. Bien sûr, évidemment, je préfère largement les effets spéciaux en dur. Je trouve ça tellement plus agréable à l'œil et tellement plus fluide et plus cinéma quoi quelque part, tel qu'on l'aime. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais tripé sur l'histoire du tableau de l'introduction. Totalement, Ça c'est me fou. mettait très très mal. Ça, enfin bref, c'était quelque chose que je trouvais vraiment, alors que c'est tout simple dans l'histoire, c'est juste et ça me mettait très très mal. Je trouve que l'hôtel en plus est un petit peu mieux filmé, on le voit plus, on le conceptualise plus. Les sorcières, elles sont juste complètement dingues. Limite, c'est même limite un peu trop. Quand j'étais petite, je trouvais pas ça trop, mais maintenant, je me dis que ça fait plaisir à regarder, mais c'est vrai que c'est franchement très grotesque. Oui, pareil, je vous rejoins aussi sur d'utiliser la grand-mère comme narratrice. Ça fait très fluide, très agréable. Ça va avec l'espèce de figure de la grand-mère sage, conteuse, qui fonctionne très bien. Pour revenir sur ta question, Marwan, alors je suis désolée, je m'en souviens plus, je l'ai lu, j'avais 8 ans, et comme j'ai vu du coup 2 adaptations, je sais plus laquelle est forcément la bonne, je sais plus si c'est un espèce de narrateur externe ou si c'est bien la grand-mère qui parle. Donc, mais je crois que c'est la grand-mère, mais aucune certitude. D'accord. T'inquiète. Et ouais, non, du coup, franchement, c'est savoir, sauf que comme il est sur Netflix, c'est facile, allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Ellie? Oui. Bah moi j'ai plein de trucs bien à dire dessus parce que c'était trop bien. Toi qui as détesté le film, Ellie, vas-y. Bah oui, bien sûr, j'ai détesté parce que Nicolas Roeg est un tocard. Mais bien sûr que non, c'est faux. Le mec est trop fort. C'est un monstre. Tous les films que j'ai vus de lui sont trop intéressants, et ça fait pas exception à la règle. Enfin, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. C'est très bien rythmé, beaucoup mieux que le Zemeckis si on doit comparer, parce que justement il épure beaucoup plus son exposition pour aller droit au but. Et je trouve que ça marche très bien en fait, parce que directement il nous plonge dans cette histoire, même des fois genre sans trop nous donner d'informations, et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est beaucoup plus efficace et on est vite confronté à ce qui doit nous faire peur et à ce qui doit nous mettre mal à l'aise. Dès l'introduction, comme vous en avez parlé, il y a cette scène du tableau qui est brillante pour vraiment nous faire prendre conscience à quel point ces sorcières sont cruelles et sont redoutables. Alors que par exemple, je trouve que le coup de la poule,
chez Zemeckis, c'est rigolo, mais je trouve qu'en fait l'effet est moindre en fait. Quand j'ai vu ce que fait Nicolas Roeg avec justement le coup du tableau et le fait que ça joue sur l'âge réel de la personne aussi, mais j'étais en mode mais c'est un détraqué. Visuellement c'est beaucoup trop effrayant à voir en fait. Là il y a vraiment quelque chose qui fait appel à des sentiments universels et qui touche bien. Et je trouve que voilà, tout le film est vraiment nourri par cette espèce de côté à la fois très très burlesque, très enfantin, très on met les potards à fond et on s'amuse, mais en même temps du coup il a pour le coup lui ce côté un peu épicé qui fait que qu'on soit petit comme qu'on soit grand, on a envie de voir ce qui se passe parce qu'on est vraiment pris dans cette espèce de manège et c'est super cool. Il y a des scènes de pure tension. Alors, on pourrait comparer, si on fait une comparaison scène par scène des deux films, entre Zemeckis et celui-là, on va voir qu'il y a la manière dont c'est géré et pensé, rien que d'un point de vue mise en scène ou simplement en conception de la scène et en écriture, Nicolas Roeg a beaucoup plus conscience de ce qu'il faut pour qu'on soit, pour qu'on ait les frissons, quoi, avec, je pense à rien qu'aux scènes en cuisine, qui pour le coup là sont beaucoup plus développées, où il y a vraiment une ambiance où on a vraiment peur parce que ça se balade et tout, et comme tout est vraiment filmé à hauteur de souris et que les effets sont hyper troublants parce que très réalistes, on est vraiment genre on est pris à fond pour ces petites souris et on n'a pas envie qu'elles se fassent écraser. Et à côté de ça, il fait des gros plans hyper malaisants sur les sorcières. Enfin, tout est vraiment joué à créer une espèce de malaise rigolo. Et c'est, je sais pas, c'est de l'étrangeté, mais coolos, tu vois. Il y a un côté vraiment plaisant à regarder en même temps. Du coup, je sais pas, je trouve qu'il joue parfaitement sur ces deux tableaux-là. Et moi, je trouvais ça assez réjouissant. Et je trouve qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, et qui du coup aussi, c'est ce qui fait le charme du film, c'est que moi, quand j'ai vu au générique Jim Henson Production, j'étais en mode, ça va avoir de la gueule. Forcément ça a fait tilt et je me suis dit Dark Crystal Labyrinthe, les costumes vont être fous et le maquillage aussi, et ça a pas manqué parce que on a vraiment ce même délire visuel et ce vrai charme voilà, c'est palpable quoi. Moi quand je vois Angelica Houston qui se transforme, j'ai halluciné. Mais grave. J'étais en mode c'est beaucoup trop stylé, puis il y a même des plans, des prouesses visuelles, genre le plan où elle se met son masque et en se l'aplatissant et qu'il y a une espèce de transition hyper fluide. Enfin voilà, tout est parfaitement pensé, avec une mise en scène voilà qui jongle à la fois entre malaise et divertissement. On est à la fois émerveilleux et un petit peu malaisé en même temps, mais bon, enfin nous ça va je pense, mais pour un enfant ça va être très stimulant à voir en fait pour le coup. Et il y a vraiment là ce côté où tu découvres un conte mais qui te révèle beaucoup de choses en fait sur les peurs et un côté un peu voilà frissonnant et l'adrénaline un petit peu en même temps, et je trouve ça super bien. Et oui, clairement, c'est un film à voir, comme beaucoup de choses qu'a fait Nicolas Roeg, hein, mais celui-là, pour le coup, c'est une bonne initiation, je pense, à son style un petit peu unique et barré, et en même temps très très maîtrisé, en fait. Marwan, tu voulais rebondir sur quelque chose, du coup? Oui. Ce qu'il disait un truc super intéressant, en gros, je trouve que ce film est un film qui est filmé à hauteur d'enfant, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que quand on découvre l'hôtel, on le découvre vraiment à la hauteur du gamin. On vit cette aventure-là à chaque fois à son niveau. Et ça, c'est vraiment, je trouve, préparé par la voix off. Et je trouve que ce film était fait par un esprit d'enfant pour des enfants, alors que La Sacrée Sorcière a été fait par un adulte pour des enfants. Parce qu'à l'inverse, on a plus l'impression d'être un adulte avec l'enfant dans Sacrée Sorcière. Et on est moins, on va dire, dans cette immersion, dans cette caméra qui est proche, tout simplement. La scène qui est super importante, je trouve, mais qui a l'air anodine, c'est celle où il rencontre le gamin dans le self, qui cherche juste à manger des morceaux de raisin qui dépassent. Je trouve que créer ce dialogue, ce vrai dialogue, et réussir à poser cette caméra-là pour accompagner l'enfant, pour qu'on puisse être à cette hauteur-là, je trouve ça fascinant, et c'est quelque chose que notre Roeg tient, et il arrive à donner, on va dire, du cachet au film que n'a pas l'autre. Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il y a un côté, ouais, en effet, caméra d'enfant qui est assez fou. On citait la scène de la cuisine, c'était Ellie, je crois, qui l'a cité. Cette scène est totalement folle, et ne serait-ce que même cette scène, avec toute la tension qui est mise, la façon dont c'est mis en scène, l'espèce de chaos général qui est fou, rien que cette scène-là vaut largement plus le coup pour moi que l'autre film, en fait. Même si j'aime l'autre film, hein, quoi qu'il arrive. Et surtout, ouais, en fait,
ce qui me rend fou, et on va y revenir sur un autre film tout à l'heure, c'est qu'en fait, contrairement justement au Sacré Sorcière de Zemeckis, où je me dis, ok, c'est super beau, il n'y a pas de souci, ça me plaît, et j'aime le côté numérique, mais je sais comment il le fait, et je sais qu'il le maîtrise, je sais que c'est un outil qui n'est pas forcément utilisé à bon escient par tous les réalisateurs, mais en tout cas que tout le monde sait plus ou moins maîtriser aujourd'hui. Par contre, quand je vois justement le côté animatronique, même si je sais que c'était une technologie qui était très utilisée, je suis un fan de Gremlins, je suis un fan de plein de trucs, euh, quand je vois ces souris qui s'animent, quand je vois ces souris qui avancent avec une fluidité folle, en train de fuir pour leur vie, tout ça, je me dis toujours, putain, mais comment est-ce que t'as fait? Et ne serait-ce que le fait que je m'interroge sur le fait que, enfin, sur comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça et à faire en sorte que ce soit crédible, ça fait que le film prend une emphase totalement haute dans ma tête. On parlait des passages justement où les sorcières se transforment. Le passage où Angelica Houston est en train de retirer son espèce de visage. En plus, quand t'as vu la version de Zemeckis avant, tu penses pas que ça va aller jusque-là, parce que tu penses que ça va être à peu près le même genre. Toutes les autres sorcières se ressemblent et tout, mais tu penses pas que la grande prêtresse va aller jusqu'à justement retirer un masque, aller aussi loin dans le délire. Et ça m'a rendu totalement fou, quoi. Je me disais, putain, déjà, ça va extrêmement loin, ce que tu disais, Léo, mais du coup, bah, pour une première fois, moi, ça m'a totalement charmé. Et c'est vrai que oui, enfin, c'est super prenant, c'est super ludique. Il se passe toujours des trucs à la caméra. Et c'est vrai qu'aussi, c'est totalement inclus. C'est pour ça que je dis que c'est des films très différents, parce que c'est inclus dans la filmographie de Nicolas Roeg, quoi. Nous, on a vu avec Ellie, c'était Ne te retournez pas. Ne vous retournez pas. Et Ouais. oui, mais tu sens qu'il est en train de. Même s'il est enfin, il adapte ça pour les enfants, mais il tourne un film d'horreur, le gars. Et il utilise les mêmes ressorts que quand il tourne justement quelque chose, un espèce de thriller angoissant avec une espèce de menace invisible autre que ces sorcières qui est juste bah, le poids de la vie en fait. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ces espèces de zoom sur les maisons tout le temps, avec ces espèces de bruits de vent qu'on sent constamment les ambiances. T'as l'impression que c'est plus une aura générale et que les sorcières ne sont qu'une incarnation, entre autres en fait, de tous les dangers qui vont traîner autour de cette famille, de ce gosse et du monde en général. Et c'est ce que j'ai trouvé très palpable en fait. Il y a une espèce d'identité voilà, dans l'habillage sonore, dans tout ça, et dans la manière dont il va axer sa caméra, qui rend ces sorcières très Et ce vivantes. qui est assez génial, justement, c'est que c'est aussi ce qui a donné son identité à Angelica Huston pour faire Morticia Adams après. Oui, Donc, comme quoi, elle passait de toute façon. Moi, je trouve qu'elle a un charisme et un physique qui s'y prêtent complètement, en tout cas pour cette époque-là. Aujourd'hui, je parierais pas. Mais à l'époque, ouais, ça ramène en plus une dimension hallucinante. Et Roeg, il sait vachement bien choisir en plus au niveau de ses acteurs, au niveau de tout ça. C'est vrai que tu parles de Ne vous retournez pas, qui est juste une pépite sans nom aussi comme film. Mais il a une manière de diriger avec une justesse qui est folle, quoi. Mais surtout, c'est un bon créateur d'ambiance. Enfin, comme En disait plus, Siri, voilà, il y a c'est ça. vraiment quelque chose de fou. Enfin, moi, tous les films que j'ai vus de lui, que ce soit La Randonnée, L'Homme qui venait d'ailleurs ou bah, Ne vous retournez pas, il y a toujours à chaque fois un vrai don La pour nous randonnée, c'est incroyable aussi. Mais ouais, Ouais. voilà. Mais chaque fois, ça il nous met dans un univers qui est Bah, un propre petit à lui, peu, quoi. qui est un peu, qui est propre à lui, tout en étant, voilà, qui arrive à évoquer des choses assez universelles au final. Et je trouve ça très très fort. Enfin, il y a toujours un côté étrange, à la fois malsain et en même temps très poétique. Parce que, ou pas forcément poétique, mais qui peut justement virer dans d'autres. Il parle de l'étrange en fait pour créer quelque chose de fort à chaque C'est fois ça. dans une palette qui va soit bah, justement dans le poétique ou le Il y a une jovial fantaisie, avec. ouais. Il y a une fantaisie. Exactement. Là, dans Secret Sorcière, c'est plutôt poétique et jovial. Dans Ne vous retournez pas, ça part dans un espèce de côté thriller, suspense, un peu glauque. Oui. La randonnée, c'est encore différent, c'est une errance. Et voilà. Ouais. Il part vraiment sur plein de. Il arrive toujours à créer quelque chose de fort initialement, rapidement, à nous créer un contexte dans lequel on a envie d'évoluer, de suivre les personnages, et ensuite Ouais. il s'amuse et c'est pour ça que c'est un réal assez passionnant à découvrir en fait. et c'est bien vrai. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé, moi, assez plaisant. Je sais pas si ça vous a marqué autant, parce que ça reste des personnages secondaires. Mais c'est aussi le fait qu'au final, même s'il y a tous ces clients et il y a toutes ces sorcières, il y a très peu de personnages qui nous sont présentés. Par contre, chacun, à partir du moment où un personnage est établi, il aura forcément son utilité. Et par exemple, c'est quand même triste de se dire que justement dans la nouvelle adaptation, on avait Stanley Tucci, qui est quand même un acteur qui en plus peut être très sympathique dans ce genre de rôle, mais qui ne sert strictement à rien. Bah, c'est Là où clair. là,
il a Rowan Atkinson, Nicholas Craig, et il le sait. Et du coup, il l'utilise à des fins, mais totalement absurdes. Et c'est aussi ce qui apporte un côté plus léger. Et Nicolas Craig qui court après des sorcières transformées en souris avec avec un couteau de boucher, c'est juste jouissif à regarder, quoi. Ou qui se tape une de ses femmes de ménage aussi dans le placard et qui sort de la salle complètement gêné. Je trouve ça vraiment hyper drôle pour le coup. Genre ses mimiques de visage passent trop bien avec ce genre de situation. Il a l'air à la fois dans son élément, mais en même temps pas du tout adapté à ce qui lui arrive. Du coup, c'est super. Il va bien avec le côté un peu étrange de tout ce qui se passe, je trouve. Vous l'aurez compris, Sacrée sorcière, c'est bien, les sorcières, c'est mieux. C'est sur Netflix, comme le disait Éléonore tout à l'heure. Franchement, allez-y. On a vu un réalisateur américain, on vient de voir un réalisateur britannique. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait dans le bigot anglophone? Est-ce qu'on a fait l'Australie? Ben non, on n'a pas fait l'Australie. Bon, on reste sur de la production américaine, mais on va quand même se diriger vers un réel australien bien connu, Monsieur George Miller, qui va aller vers la petite bourgade d'Eastwick, où il se passe des choses assez étranges. In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, 3 beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Now, the man of their dreams is here. Jane, at last we meet. To stay for a spell. Who are you? Just your average, horny little devil. With the witches of Eastwick. We could do things you haven't any idea. Les sorcières d'Eastwick de George Miller, sorti en 1987, avec un casting, mes amis. Ah là 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 là. Un trio de sorcières joué par Cher, qui joue Alexandra Medford, Susan Sarandon, qui joue James Spofford, Michelle Pfeiffer, qui joue Suki Richmond, et Mr. Big Jack, Jack Nicholson, qui va donc nous jouer Monsieur Daryl Van Horn. Donc, ce casting c'est merveilleux, mais oui. Oh. Cette folie. C'est plus du casting à ce stade. Encore une fois, je n'étais pas au courant. J'ai vu les noms, j'ai fait mais non. Oui, et puis même les seconds rôles, quoi. T'as Veronica Cartwright, Richard Jenkins, tout va bien, quoi. Qui joue les époux Felicia et Clyde Alden, et c'est toujours un plaisir de les voir. Ah, mais grave. Ah là là. Le film est dispo en VOD, c'est pas sur une plateforme, mais on va vous donner envie d'aller le voir. De quoi ça parle? Ça parle donc de trois amis qu'on a cités précédemment, donc Alexandra, Jane et Suki, qui vivent à Eastwick, un petit village tranquille dans le Rhode Island. Voilà, 3 hommes qui sont justement plutôt connus pour... Enfin, pas connus, qu'est-ce que je raconte, non, qui ont un point en commun, c'est que elles sont toutes 3 célibataires. Bon, il y en a une parce qu'elle est divorcée, l'autre parce que le père les a abandonnés, la troisième parce qu'elle est veuve. Et pas toujours dans des bons concours de circonstances, mais en tout cas, elles sont copines grâce à ça aussi. Elles se réunissent souvent pour parler de tout, pour parler de rien, pour exprimer leurs fantasmes. Et un jour, très bizarrement, après une soirée un peu étrange avec un bel orage, il y a un inconnu qui débarque, Daryl Van Horn, joué par Jack Nicholson, ce qu'on a dit juste avant, et qui va chambouler, on va dire, tout ça. On va pas trop en dire pour l'instant, puisqu'on va en parler entre nous. Un film assez particulier qui a beaucoup de niveaux de lecture, mais on y reviendra. Un film qui joue aussi beaucoup de son absurde, comme les 2 qu'on a cités précédemment, mais peut-être encore plus cette fois-ci. Et surtout un film d'acteurs qui s'en donnent à cœur joie. Léo, tu as été plutôt discrète pour l'instant. Qu'as-tu pensé des sorcières d'Eastwick? Comment ça, j'étais plutôt discrète? Tu as moins parlé. Les sorcières d'Eastwick. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu le bouquin cette année, il y a pas longtemps, et donc j'ai pu faire un petit comparatif. Attention, Marwan, va te faire encore un quiz à la fin. Ouais. Le film est mieux. Et c'est rare. C'est rare. Qu'est-ce que dire, ça reprend des thématiques forcément que j'aime énormément, et ce renouveau un petit peu de la sorcière qui va être un petit peu une figure qu'on assimile au féminisme et à ce que ça veut dire du coup, et à la position de la femme dans le foyer. Là c'est assez clair, franchement je trouve que, tu dis qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, je trouve que quand même grosso modo c'est assez lisible, hein, on n'est pas non plus sur du symbolisme complexe. Alors je t'avoue que je dis ça
Histoire d'être clair, je dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que les critiques à l'époque et beaucoup de personnes qui voient le film ne s'arrêtent juste qu'à un côté, il y a des sorcières et elles veulent buter quelqu'un. Et vraiment, ça a souvent été limité à ça, alors que Mais quand je non. dis plusieurs niveaux, c'est que non, il y a une lecture qui est flagrante et qu'on a vue et qui, en plus de ça, est limitée par un gars qui n'est pas réputé pour être extrêmement subtil dans son cinéma, mais qui, au contraire, est très rentre-dedans. Donc oui, non, en effet, il n'y a pas beaucoup de niveau de lecture et elle est très Ah flagrante. Je ouais, te laisse y il y aller. va là quand même. Hein. Un tout petit Il peu. y va quand même. Hein. Ouais, si on peut dire qu'il y a deux niveaux de lecture, t'as le lecture où t'imagines que la magie n'existe pas forcément, celui où tu dis il y avait effectivement le diable et les sorcières, et puis après le lien au féminisme, mais ça s'arrête là quoi. Oui. Oui, donc je disais ça reprend des thématiques que j'aime bien, et puis du coup un petit peu cette idée on va flinguer la small town américaine, c'est pas vraiment un village, c'est plutôt le stéréotype de la petite small town que les médias, enfin le cinéma et la télévision n'arrêtent pas de flinguer depuis la 4e zone, on va dire, avec cette idée que ces valeurs conservatrices sont pas forcément les plus bénéfiques. Donc c'est totalement ça l'idée, on va dire. C'est servi par un casting d'une enfin c'est fou quoi. Enfin ils sont tous géniaux, ils sont tous incroyables avec Jack Nicholson en tête. La scène, on va dire le climax, il est juste exceptionnel. Enfin, chaque fois que je le regarde, ça me fait mais rire de manière incroyable. Après, je reviens du coup au rapport au livre. Ce qui fait que le film est bien meilleur, c'est que le bouquin, en fait, est fait, tu dis qu'elles arrêtent pas de se retrouver, de discuter, donc soit au téléphone, soit chez les unes, chez les autres, et en fait, le livre n'est fait que de ces discussions, elles parlent de ce qu'elles vivent à côté, mais on ne les voit pas le faire, et c'est un petit peu lourd, et la fin est totalement différente. Là, il y a quand même un petit peu une idée d'émancipation, même si elle est carrément à nuancer, et c'est un petit peu le reproche que je ferais au film, dans le sens où quand même le personnage de Jack Nicholson reste hyper présent, et elle continue à le considérer comme très central, entre guillemets, et un petit peu à l'apprécier, et elle passe pas vraiment à autre chose. Dans le bouquin, il y a un autre personnage féminin qui arrive, et grosso modo, elle se venge de cet autre personnage féminin qui se marie à Jack Nicholson, et du coup, ça n'a pas du tout le même impact, ni la même histoire. Ça, par ça, c'est une folie. Je trouve ça fou que vous n'ayez pas ni entendu tellement parler, ni vu avant, tellement ça fait partie un peu des films à revoir tous les ans à Halloween. Enfin, en tout cas, que je regarde peut-être un Halloween sur 2 ou un truc comme ça. C'est fou. Moi, je te rejoins complètement, Léo. C'est un de mes films d'enfance, en fait. C'est mon film de sorcière préféré. Et effectivement, je le regarde chaque année, Halloween ou pas, mais je le regarde systématiquement. Et j'adore ce film, mais sous toutes les coutures, quoi. Désolée, c'était pour faire un plus. Mais vas-y, continue, parce que peut-être que je rebondirai sur autre chose. T'avais peut-être pas fini aussi, donc pas... Non, vas-y, je t'en prie, parce que c'est un petit peu le problème avec les films que tu vois depuis tellement longtemps. Il y a un moment, il y a plus le côté frais et réaction à chaud, tellement tu l'as vu, quoi. Enfin. Oui, c'est très très vrai. Mais je sais pas, il se redécouvre en même temps, à la fois par pur plaisir et par des petites choses que tu peux quand même un petit peu oublier. Tu te rends compte à quel point il était quand même en avance aussi sur certaines réflexions, notamment auprès du féminisme, je trouve. Et moi, je trouve que le trio de copines... Pardon, vas-y. Ouais. Non, oui, c'est vrai que finalement, j'ai pas fini. Je préfère discuter plutôt que de monologuer. D'accord. Je disais oui. Oui et non, dans le sens où ce que je disais à la fin, faut nuancer, c'est pas si simple. Et il est un petit peu le cul entre deux chaises. Il est un petit peu... Elles sont quand même soumises à un homme. Il fait une réflexion. Il a fait une réflexion sur le backlash qu'il y a eu dans les années 80, mais d'un autre côté, c'est vrai que il prépare un petit peu la troisième vague des années 90, donc on n'est pas... Ouais, il a un peu le cul entre deux chaises, ce film. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le cinéma que j'adore. Effectivement, très emprunt quand même années 80 avec autre chose qui s'amène. Et je le trouve jusqu'au boutiste, il assume complètement avec un final comme on en voit peu. Il n'y a pas de limite, ces acteurs sont superbes. Je trouve que le trio de copines fonctionne à merveille. T'as vraiment l'impression de voir des nénettes qui se connaissent depuis 10 ans dans leur bourgade. Enfin, c'est pas les Desperate Housewives après 8 saisons, quoi. C'est vraiment...
c'est vraiment ancré. Enfin, je sais pas, c'est au point entre guillemets de sans vouloir trop en dévoiler sur le film, et de pouvoir d'être capable de rester amis en se partageant un homme, quoi. Donc non, je sais pas, je trouve c'est une éclate totale, quoi. Tout est superbe. J'arrive pas à dire autrement que ça. Et les coupes de cheveux des actrices, je sais, il y a un truc qui traîne sur Twitter en ce moment avec l'idée, ce qui est vrai en général dans les films, un petit peu les rom-com et compagnie, une meuf, une moche est représentée comme étant avec des lunettes et des cheveux frisés, et une fois pour la rendre jolie, il faut forcément lui défriser les cheveux et lui enlever les lunettes. Et je trouve ça trop cool que, au contraire, là, les coupes de cheveux, elles éclatent, quoi. C'est ça. Mais ces dames ont parlé, ces messieurs sont silencieux. Elles en parlent bien, hein. T'as vu ça? C'est pour ça, on a encore envie de les écouter. Oui, continuez, hein, c'est pas gênant. Et pour le coup, je vais continuer. Je trouve que ce film, vu que j'ai un regard assez neuf, vu que je l'ai découvert, c'est la première fois que je vois ce film, je trouve en réalité très très moderne sur plusieurs points, et même sur cette fin où qui n'est pas non plus que je trouve intéressante, parce que c'est pas ce côté utopique qui est proposé, c'est-à-dire que qu'il n'est plus là, mais il y a cette ombre, cette présence, comme si comme si c'est plus l'homme qui est là, entre guillemets, mais c'est un patriarcat, c'est quelque chose qui est quand même présent malgré tout. Et t'as ce côté-là, c'est comme si même si on ne pouvait pas forcément effacer complètement cette chose-là, mais on pouvait essayer de toujours lutter contre. Donc je trouve ça intéressant d'éteindre cette télé. C'est une super importante pour dire, tiens, c'est nous qui allons choisir. Et même si on pense encore à lui, parce que encore une fois, on n'est pas de contradiction, mais il y a cette idée donc également d'avancer. Et je trouve ça super intéressant. Et de choisir d'avoir eu un casting pareil, d'avoir cette irrévérence. C'est que même l'autre film de Zemeckis dont nous allons parler probablement, je trouve qu'en fait ces deux films-là sont d'une irrévérence assez incroyable et d'une justesse assez folle dans sa façon, et je trouve ça assez impressionnant. Et puis une petite parenthèse très rapide, mais je suis totalement amoureux de Pfeiffer dans ce film. C'est vraiment je craque totalement. Mais sinon c'est vraiment, je trouve merveilleux dans ces choix encore une fois de ne pas, pour le coup dans ce film-là, de ne pas laisser un doute concernant cette magie, concernant cette sorcière, concernant ce diable. Et même si à un moment donné on se rend compte de la situation, mais j'aime bien cet aspect qui est beaucoup plus je trouve raffiné qu'on pourrait le penser. Et c'est amusant. Et puis je ne m'attendais pas du tout à cette transformation finale de Nicholson. Je ne m'y attendais mais pas du tout. Et c'est assez flippant, hein. Pour le coup, ça m'a vraiment fait flipper, hein. Et aussi j'apprécie le petit détail qui m'a fait pas mal rire, c'est le petit personnage du Joker à un moment donné, alors qu'il n'était pas encore prédestiné à jouer ce personnage-là, je crois. Voilà, et c'est assez amusant quand même, c'est assez évocateur, c'est assez c'est marrant, je trouve ça amusant d'avoir prédit ça sans faire exprès. Et voilà, donc vraiment je trouve que Nicholson joue bien ce personnage-là, ce diable. Il surjoue, mais c'est un surjeu c'est pourquoi on le connaît. T'as une scène où elle ferme la porte, t'as l'impression qu'il va apparaître avec une hache et qu'il va faire une réplique de Shining, quoi. Mais en réalité, pour une fois, la mise en scène, c'est ça, totalement. Et au contraire, elle se défend vraiment à Shining. Alors oui, voilà. Et voilà, vraiment, je trouve un film assez fascinant dans sa mise en scène, dans ses propos, dans ses choix, dans cette opposition qui est assez intéressante, dans ce qui est vraiment le diable aussi. Moi, j'aime bien, c'est qu'en réalité, le diable, il n'est pas que ce personnage-là qui finalement en devient pathétique, mais c'est aussi ces gens qui vont être dans le jugement, qui vont être dans un truc très américain, et puis qui est le puritanisme. Et vraiment, je m'en amuse énormément.
Et voilà, donc vraiment je suis assez fan de ce film et je pense que ça va devenir également une tradition de le revoir une fois par mois, une fois par an. Enfin, Une fois par mois, mais- si tu l'as dit. Tu regardes une fois par Et mois une à fois par partir de jour. maintenant. Et voilà un nouvel adepte. Ellie, toi aussi, as-tu envie de regarder Les Sorcières d'Eastwick une fois par mois, puisque tu l'as découvert également pour l'émission? Alors non, même si j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très très cool à regarder, c'est un film très très intéressant pour toutes les raisons que vous avez déjà brillamment évoquées sur son fond, même sa forme, en quoi c'est un film qui est quand même déjà plutôt moderne et qui joue sur plusieurs niveaux de lecture très très intéressants. C'est très très intéressant à voir pour tout ça. George Miller se fait kiffer à la mise en scène comme tout le temps et ça fait quand même très très plaisir à voir, on va pas se mentir, hein. On passe un bon moment avec lui qui a ses petites idées un peu fofolles tout le temps pour créer du grand spectacle dont il a le secret. Et aussi je trouve que ce qui fait que le film marche très très bien c'est son trio d'actrices et Nicholson évidemment, mais le trio d'actrices surtout moi m'a beaucoup impressionné. Et c'est marrant parce que du coup on l'a vu ensemble, Thierry, le film. Et je vais rebondir sur un peu ce qu'a dit Éléonore en parlant du bouquin, où elle disait que c'était essentiellement composé de scènes de discussion entre les filles, entre les trois filles sur ce qu'elles font et leurs activités, etc. Et moi je t'ai dit devant le film, au tout début quand elles font leur espèce de soirée pyjama, je t'ai dit, mais en fait je veux que le film dure comme ça tout le temps et c'est trop bien, genre l'ambiance est parfaite. Je veux juste qu'elles parlent de tout ce qu'elles font dans leur vie, genre à la cool, en buvant, et c'est trop bien. Parce qu'en fait, dans ce film, je trouve qu'il y a vraiment une alchimie entre les trois actrices, mais qui est genre affolante. Elles sont, on a vraiment, comme c'est Jess qui disait ça, je crois, l'impression de voir trois potes depuis toujours, en fait, qui font leur vie ensemble, qui s'éclatent et qui parlent de tout et de rien. Et on ressent ça très très bien, et c'est ce qui fait qu'en fait, le film est très très agréable à suivre et on comprend aussi tout ce qui va être lié au personnage de Jack Nicholson et pourquoi ça va dégénérer et à quel point leurs petites différences vont potentiellement ressortir, etc. Et c'est ça qui est très 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 intéressant. Et du coup, je trouve le film vraiment très très sympa à regarder. J'ai pas été hilar, je me suis pas tapé le cul par terre, hein, comme on dit. Avec le côté un peu humour outrancier, ça peut me faire rire, mais là c'était un peu too much, je trouve, même si je trouve ça en même temps génial qu'il aille à ce point. Enfin, je m'imagine pas George Miller faire des blagues sur le vomi. J'étais en mode ok, très bien, pourquoi pas George, amuse-toi. Ça y est, c'est redevenu un petit gosse, il s'amuse, il se fait kiffer. Mais non, mais voilà, il y a une vraie énergie qui traverse tout le film à tous les niveaux, et c'est vrai que ça fait qu'on passe un très très bon moment forcément, et voilà, même en vrai les personnages secondaires sont tous très très bons. Je pense à Vanessa Cartwright en vieille hystérique conservatrice, elle est mais en roue libre, mais c'est tellement cool à voir parce que vraiment elle donne, elle fait vivre le village en fait. Enfin voilà, les personnages secondaires font vivre ce petit village, et pareil encore une fois c'est un peu comme pour le film de Nicolas Roeg, il y a un vrai travail d'ambiance aussi qui fait que on aime voir ça et on comprend rapidement tous les enjeux avec ces trois femmes qui sont un petit peu comment dire, plus libérées que la moyenne des habitants de leur village, de ce petit patelin, et du coup forcément ça crée des étincelles au bout d'un moment, et du coup voilà, ça anime pas mal de réflexions intéressantes qui parsèment le film, et je trouve que voilà, c'est plutôt bien ficelé et un bon petit plaisir à regarder comme ça se regarde et s'apprécie parfaitement. Et celle qui m'a plutôt fait rire également, c'est celle où à chaque fois, ça montre que le film est conscient de ce qu'il raconte tout le temps, c'est que t'as une scène où t'as les trois, elles disent mais pourquoi on est forcément obligé de parler toujours de mecs, et c'est ce genre de choses qui me fait assez mourir de rire, parce qu'encore une fois c'est super conscient, c'est conscient aussi de ce personnage qui est censé être le diable mais qui a un comportement de manipulateur, de tout ce qu'on peut voir tout le temps dans les films ou dans la réalité, et je trouve ça vraiment très très fort d'être aussi juste tout le temps. Mais c'est ça, ouais. Moi, justement, j'allais j'allais sûrement parler de cette phrase-là aussi, qui nous avait pas mal marqué, et puis qui était totalement vrai, quoi. Quand est-ce qu'on va arrêter de parler des mecs? Le film parle de dépendance, de codépendance, de la manière de transformer une addiction par une autre et de finalement s'en affranchir.
et d'avoir choisi cette espèce de sous-texte sexuel de partout. Bon, alors évidemment que le cinéma a déjà fait ça, c'était la porte à une décennie qui a pas arrêté derrière de faire des sous-entendus de partout, mais ça fait toujours plaisir de se dire que c'est dans un film d'exploitation très budgété, qui est pas un film indé, qui est un film qui va être destiné à une grande distribution, de voir des nanas qui parlent ouvertement de la taille de la queue de leur ex, quoi. J'ai trouvé ça fou, j'étais là, putain, mais c'est trop bien, quoi, tu vois. Et qui après, d'avoir même un mec d'avoir Nicholson qui les regarde et qui lui fait, ah non, mais sur ce pot-là, tu vas pas être contente, la mienne, elle est toute petite, mais t'inquiète pas, je vais te faire kiffer, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de bouffer ta chatte. Tu fais, mais quoi? Mais quels sont ces dialogues? Et, justement, on était, putain, ouais, c'est ça, ce caractère outrancier qui est totalement assumé. Ça fait super plaisir. Miller, c'est quelqu'un qui, enfin, je m'en suis rendu compte vraiment en analysant sa filmographie, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions là-dessus, qui a toujours essayé d'avoir un discours très avant-gardiste, alors évidemment avec ses défauts, parce que ça reste un monsieur, quoi, et il a pas les réponses à tout, tu vois, mais moi c'est vrai que, en tant que mec, ça me parle beaucoup, et il m'a toujours fait me poser des questions. Je trouve que ça a irrigué sa filmographie jusqu'à ses films les plus récents, toutes ces thématiques-là. Et le fait qu'en 87, il arrive justement à parler de la thématique, enfin, j'ai trouvé en tout cas, du faux allié, de cette personne qui débarque, qui fait découvrir à ses femmes qu'il faut qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient merveilleuses, qu'elles assouvissent totalement leurs désirs et qu'elles deviennent voilà, enfin, des femmes totalement accomplies. Et du coup, c'est ce qu'elles font, et elles se libèrent, et ça leur fait du bien, sauf qu'elles se rendent compte qu'en réalité, lui, ce qu'il entend par là, c'est libérez-vous par moi. En fait, ce qu'il veut, c'est surtout qu'elles se rendent compte que c'est lui qui a fait ça, et pas elle. Et en réalité, voilà, le film se retourne en mode non, on va s'accomplir par nous-mêmes, et toi, juste casse-toi, quoi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette espèce de justement la thématique du porte-parole, quoi. C'est comme quand on voit partout dans n'importe quel débat des personnes qui s'approprient justement un discours quand il s'agit justement de le mettre en avant au lieu des personnes concernées. Et ça m'a fait penser à ça, voilà, pendant tout le film, j'étais là, et c'est fou de parler de ça à cette époque, voilà, dans un film de grande exploitation. Voilà, j'imagine qu'il y a d'autres exemples, je suis toujours content de voir ça. Et comme tu le disais, Ellie, ouais, la mise en scène est ultra fluide, comme chez Roy, que tu captes tout. Moi, dès le début aussi, pareil, tu m'as fait une remarque et je t'en ai fait une aussi. On a la scène d'introduction quand on a Susan Sarandon qui est en train de diriger sa chorale, et que, enfin, sa chorale, enfin, son orchestre d'élèves, et qu'on a cette espèce de professeur ou proviseur, je sais pas qui vient, et qui se met juste derrière elle. Il a pas dit 3 mots, je lui ai dit, le prochain plan, il lui met une main au cul, tu m'arrives, il fait bah oui, évidemment. Parce qu'il était placé de telle façon, il arrive de telle façon, on capté en 2 secondes. Et Miller, il est dans l'anticipation totale, on sait toujours comment ses plans vont s'amorcer, ce qu'il va nous raconter, et là où il va. Et du coup, on sait pertinemment les moments où on se dit, ouh là 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 là, ça va pas me plaire, ça va être horrible, et les moments où au contraire on se dit, oh là, on va avoir un moment où on va prendre notre pied. Et je trouve qu'il arrive à jouer avec son spectateur de cette manière-là. Et comme tu le disais, Marwan, t'as été surpris par la transformation finale. Moi non plus, je m'y attendais absolument pas. Pourtant, j'ai vu le film. Mais malgré tout, cette fois-là, alors que je savais sûrement comment se terminer, ça devait rester ancré dans ma mémoire, ça faisait longtemps, j'ai quand même été très surpris. J'étais là, putain, mais ça peut pas aller aussi loin. Et c'est trop fun. Voilà, j'ai gueulé quand c'est arrivé. oui, c'est quand t'étais là, tu fais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais voilà, et c'est ça, c'est un cinéma hyper plaisant qui s'affranchit de pas mal de codes, qui ose faire des choses, et le cinéma, ça devrait tout le temps être ça. Voilà. Pas grand chose de plus à rajouter à ce qui a été dit. J'ai plombé l'ambiance ou vous n'avez rien à dire? Bah non, on est cool. On est parti en fait. Non, c'est bien. On est parti à Eastwick, du coup. T'imagines. Oui. Moi, je préparais une poupée vaudou pour te torturer, Thierry, c'est tout. C'est ça. Eh bien, pourquoi pas? Ah ouais, alors le truc de la poupée vaudou, c'est sacrément cruel quand même. Mais ça marche. Voilà, sachez-le. Ça marche. Bon. Eh bien, les amis, nous sommes à 1h15 d'enregistrement, ce qui veut dire que nous avons largement le temps de parler du dernier film de ce corpus, celui que nous avons redouté. Celui dont nous n'étions pas sûrs que nous allions parler. La mort devient elle. Oh, Death Becomes Her. Death Becomes Her. On va se faire plaisir, on va terminer en beauté. On va donc du coup tourner la boucle, retourner voir l'ami Robert Zemeckis. Mais attention, hein, pas n'importe lequel, pas celui qu'on a vu là, même si on l'aime quand même un petit peu, mais celui de la grande période, hein, celui qui sort à peine de sa trilogie Retour vers le futur, celui qui vient de nous pondre, et là je vais le dire avec tout l'enthousiasme de ma vie, qui veut la peau de Roger Rabbit, que vous savez tous, est le meilleur film de la Terre, de la création, et sera le meilleur film à jamais. Il s'apprête à proposer Forrest Gump, il s'apprête à nous proposer Contact. Non, il est en forme, tonton Robert. Hein. Mais là, en plein milieu, il se dit tiens, je vais changer de thématique, et il nous sort un truc totalement farfelu avec un triangle amoureux, de la magie, un Bruce Willis complètement con et deux nanas qui en jouent comme pas possible. C'est La mort vous va si bien.
morgue. They think I'm dead. You are, but you're not. Are you telling me it doesn't hurt when I do this? It doesn't hurt. She's dead! She's dead, Ernest. Now he's dead. He's dead? Ernest is dead? Everybody's dead! La mort vous va si bien, donc de Robert Zemeckis, sorti en 1992, dispo également uniquement en VOD, pas sur des plateformes, donc comme Les Sorcières d'Eastwick, on va se faire un plaisir d'essayer de vous le survendre, mais ça n'est jamais assez survendu. Un film qui porte en son sein encore un casting de malade mental, avec Meryl Streep dans le rôle de Madeline Ashton, avec Goldie Hawn dans le rôle de Helen Sharp, avec Bruce Willis dans le rôle du docteur Ernest Manville, et avec Isabella Rossellini dans le rôle de Lyle Van Roman, la mystérieuse. De quoi ça parle, La mort vous va si bien? C'est un sacré bordel quand même. Donc c'est l'histoire voilà, donc de Madeline Ashton, qui est une très mauvaise actrice, hein, je veux dire. On la voit jouer, on voit pas mal de trucs, on se rend compte que c'est pas non plus ça qui va l'aider, mais elle est belle, elle est jeune, ça marche pour elle. Elle est à Broadway, et il y a donc Helen Sharp, sa rivale, une nana d'enfance qu'elle connaît, qu'elle aime bien aimer pour les apparences, mais qui la débecte intérieurement, qui débarque avec son mari, le chirurgien esthétique Ernest Manville. Elle y voit quelqu'un qui peut l'aider pour ses petits problèmes d'agisme, parce que quand on est une actrice à Hollywood, c'est très compliqué. Et du coup, elle décide de jeter son dévolu sur ce pauvre médecin, qui va devenir une espèce de girouette qui va passer de l'une à l'autre sans trop savoir ce qu'il en est. Cette pauvre Hélène tombe en dépression, ressort 7 ans plus tard, puis 7 ans après, belle comme jamais, sans aucune raison apparente, et décide de venir bien méchamment se venger. L'amour va si bien, c'est un conte macabre, c'est une comédie noire, c'est un petit peu tout sauf un film conventionnel. Qui veut expliquer pourquoi? Je vais commencer si personne ne parle. Marwan, c'est à toi. Je trouve que c'est un film qui est multiple. Encore une fois, on en parlait avec Thierry, il me dit bah tiens, c'est génial, mais si tu l'as pas vu, ne te renseigne pas. Et si je pense le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour ce film-là, dans le sens où c'était le seul, et il était bien aussi, c'était un bon conseil. Et en fait, dans le sens où c'est un film qui est saisi d'inventivité, et dans sa forme, c'est une comédie fantastique, qui est d'un drôle, mais incroyable, dans le sens où je n'ai pas arrêté de me marrer, c'était toujours très 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 fin, où c'était toujours vraiment à chaque fois ça jouait beaucoup sur vraiment sur les sur les effets sur les effets spéciaux, et c'était toujours d'un mordant qui je trouve est assez rare en soi, et vraiment, encore une fois, Meryl Streep, c'est une opinion que peu de gens ont, je pense, mais j'ai vraiment du mal avec elle, mais dans ce film-là, elle est assez incroyable. Elle arrive avec Bruce Willis et Goldie Hawn à avoir ce trio qui arrive à nous faire mourir de rire, alors qu'ils ne le c'est des personnages sérieux qui nous font mourir de rire, on se moque d'eux à chaque fois, et c'est très très drôle, jusqu'à un moment donné où il y a une sorte de bascule où le degré change, et là pour le coup on est dans le rire constant avec eux, et eux le savent, on se rend compte très vite. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film particulièrement, c'est que il pourrait exister sans la sphère fantastique, sans le côté fantastique. Et je trouve que c'est vraiment cette notion de posture pour rajeunir qui va, je trouve, faire exploser le film, parce que on pourrait dire bah tiens, c'est juste une nana qui va essayer de trouver des moyens de tuer quelqu'un, et elle va galérer, et puis si elle y arrive, bah tant mieux, ou si elle arrive pas, tant pis. Et là au contraire, c'est jouer sur un thème qui est très intéressant. En plus de ça, et ça arrive à s'en moquer très très fermement, et en même temps ça arrive à avoir de la mise en scène, beaucoup plus que dans Sacré Sorcière par exemple, et ça a une verve, une énergie qu'a donné le scénariste, donc Martin Donovan et David Koepp, et sur une comédie à la limite de ce qu'on pouvait voir dans les années 20, je trouve que ça attire beaucoup de ce qu'on pouvait voir à l'époque, dans ces personnages-là qui risquent de tomber des escaliers, mais qui restent 2 heures
à la limite de la chute. C'est très emprunté à du Charlie Chaplin, à de tous ces gens-là, quoi. Et c'est très très bien pour tout ça, en fait. Un Marwan dithyrambique. Qui d'autre Ah, c'est extraordinaire. Qui aime autant le film que Marwan? C'est pas difficile, pareil, je pense. Franchement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui déteste ici, non? En silence, parce qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas ce film. Oui, c'est ça. Non, mais oui. Ouais, c'est un film assez fou. Alors pareil, celui-là, je l'avais déjà vu avant. En fait, non, j'avais vu la moitié avant. Je m'en suis souvenu au moment où j'ai re-regardé le film. Du coup, c'est un film qui passait à la télé un soir où je devais aller en boîte et je m'étais fait. C'était il y a très longtemps. J'étais au lycée à l'époque. Tu te justifies de l'époque où t'allais en boîte. Voilà. Oui, et je m'étais dit, ah merde, mais finalement, j'ai limite pas envie de sortir et je vais regarder la fin du film. Mais je suis sortie quand même. Du coup, j'avais pas vu la fin du film. Et en fait, c'est juste une folie incroyable. Alors, je te rejoins sur le côté, il reprend des codes de différents types de comédies. Donc, il y a effectivement les comédies à la Chaplin, mais je trouve qu'il reprend aussi beaucoup au principe de screwball comedies, qui elles-mêmes reprennent au théâtre vaudeville, on va dire, avec cette idée, les couples qui se font, qui se défont, on sait pas comment, avec les portes qui claquent, et cette espèce d'humour hyper énergique, et ça fonctionne tellement bien. Il y a aussi, il s'est franchement bien amusé aussi à mettre des références à des tas de films partout. Enfin, je pense à la séquence Broadway de Meryl Streep, c'est clairement un hommage un clin d'œil à les hommes préfèrent les blondes et la fameuse séquence de Marilyn Monroe. L'escalier, c'est Sunset Boulevard, carrément. En plus, on retrouve la piscine. Enfin, c'est juste fou. Isabella Rossellini, elle est juste incroyablement belle et mystérieuse et envoûtante. Et elle est géniale. Ouais, après, sur ce que ça dit, bon, évidemment, ça parle d'agisme, mais je suis pas sûre que ça en parle si bien que ça, et quelque part, je pense qu'il faut pas trop s'y arrêter dessus, parce que sinon, ça va faire un petit peu moins aimer le film, on va dire. Déjà, il y a certaines, par contre, scènes un petit peu moins bien vieillies, le côté Goldie Hawn, quand elle est représentée comme grosse, c'est un petit peu limite, et on ferait ça maintenant, je pense que ça passerait tellement pas. Non, mais tellement pas. Tu veux parler même du plan d'introduction à ce passage-là? Le plan d'introduction, je me souviens plus. Ah bah, c'est un énorme plan, enfin elle est penchée, c'est un énorme plan sur son cul pour dire elle a grossi. Ah bah, oui, d'accord, pas le plan d'introduction du film. Oui, non, le plan d'introduction de cette séquence-là, ouais. Non, oui, faut pas, je pense que bon, faut se dire que c'était une autre époque, quoi. Après, je vais rigoler, hein. Ouais, moi, ça m'a pas forcément tellement fait rire que ça. Je me dis bon, ok, c'était l'époque, c'est pas grave, on va pas s'arrêter dessus. En fait, c'était plus un rire nerveux, tu sais, en mode oh merde, il a pas fait ça. Oh, quand même. Ouais, si, il a fait ça. Et du coup, ça en plus insiste énormément sur ce qui est considéré comme beau ou pas beau. Donc, ouais. Voilà. On va pas non plus épiloguer là-dessus. Après, Meryl Streep est géniale, Goldie Hawn est géniale. En plus, j'ai totalement fait une fixation sur ses cheveux. Ses cheveux sont absolument parfaits. Il y a une espèce d'ondulation tout le long du film. C'est Jessica Rabbit, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il a réussi à faire Jessica Rabbit en vrai. Avec moins de boobs, hein, quand même. Avec moins de moins de boobs. Elle a beaucoup moins de boobs, quand même, parce qu'elle est épaisse comme deux coups de trick, Goldie Hawn. Oui, comme une brindille, ouais. Elle est pas bien épaisse, on est d'accord. Et tout ça pour revenir un petit peu sur les effets spéciaux. Enfin, je trouve ça assez dingue. Et la plupart du temps, je me demandais, mais comment il fait? Parce que je les trouve relativement subtilement faits. Enfin, les moments où la tête est tournée, toutes ces transformations. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, c'est assez fou. Bah, pour le coup, si vous me permettez, j'ai eu les informations par un cousin d'Amérique. Surtout que je t'ai dit que t'avais intérêt à en avoir parce que je voulais absolument savoir comment tout ça a été fait. Je voulais un making of. T'inquiète, en gros, t'as George Lucas, je l'ai appelé, il m'a dit, oui, en fait, c'est ma société Industrial Light Magic qui a été, on va dire,
là pour faire les effets spéciaux. Il parle Comme comme un ça. Marseillais, Il a un accent Georges plus du Lucas. Nord, on sait pas trop. Un peu des deux, quand même. Du hein. Nord, ouais, nord de Marseille, tu vois, genre vers Aix, tu vois. Et donc, et donc, en gros, il expliquait que ça a été un travail, on va dire, très... Vraiment, cette époque-là est incroyable pour ça, c'est que début années 80, que ce soit par rapport à Terminator, ou à la façon dont ils ont créé Terminator, et par rapport à ce film-là, c'est que c'est que du tripotage, c'est que ils trifouillent, ils prennent plein de trucs. Donc là, c'était un mélange d'incrustation, avec un écran bleu, avec de l'animatronique, surtout pour la scène où elle est retournée. C'est genre, il y a une partie de son corps qui est en animatronique, il y a une partie où on a recréé son visage, il y a une partie où en gros bah c'était une incrustation, c'est assez impressionnant et c'est un mélange des trois qui a été créé par une autre et des prothèses et c'est un mélange de tout ça qui fonctionne très très bien et qui est tiré encore une fois qui est inspiré de ce qui a été fait dans Terminator ou ce qui va inspirer Jurassic Park par exemple. Et ce qui est intéressant également à savoir c'est que les deux films ont le même directeur de la photographie donc Dean Coudey et le même chef décorateur. Donc c'est vraiment ce côté je trouve très ça se suit, c'est très inventif. C'est vraiment que c'est pas cette question bah tiens on fait tout en numérique, c'est faut qu'on se démerde pour que ça fonctionne. T'as ce côté où vraiment fallait trouver des solutions et je trouve ça plus intéressant que si on aurait dû le faire aujourd'hui. C'est génial, c'est vraiment génial. Ah, Voilà. c'est du travail d'orfèvre, quoi. C'est fou. Ouais, totalement, c'est vraiment du détail, t'as un morceau, c'est ça, c'est qu'à chaque fois on fait ce qu'on peut, on récupère, donc t'as des morceaux t'as par exemple, t'as Meryl Streep qui a raconté qu'elle a détesté le tournage, parce qu'en gros, elle devait souvent parler dans le vide, où elle avait pas forcément, il y a plein comment dire ça, le lieu était souvent rempli de trucs de fond bleu, de trucs bleus, ce qui fait elle n'avait pas l'habitude de jouer dans ce genre de film, parce que ça n'existait quasiment pas à cette époque-là. Et pour vous dire, c'est assez passionnant. C'est que t'as vraiment ce côté où elle a dû apprendre. C'était un film qui était en avance sur son temps. Jess, je t'entends gargouiller derrière, tu as envie de parler. Oui, j'attendais mon tour bien sagement. C'est pas souvent, faut profiter. Ouais, alors pareil, un film de chevet pour le coup. Moi, je suis très fan de Goldie Hawn, en tout cas à cette époque-là. J'adorais et j'adore toujours d'ailleurs Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson. Et en fait, je sais pas, j'ai toujours trouvé que ce film fonctionnait super bien. Alors effectivement, les effets, c'est super, mais même c'est une ambiance en fait qui est incroyable, qui, hem, qui moi me ramène à une série que j'adore. J'en parle très souvent, c'est Les Contes de la Crypte, mais je retrouve complètement cet esprit dans la série, parce que en l'occurrence, c'est au niveau temporel, on est un peu cafouillage au milieu de tout ça. Et je sais pas, en fait, je trouve ça génial. Pareil, encore une fois, on a une espèce de conte noir un peu fantastique. On a Bruce Willis qui est complètement aux antipodes de ce qu'il va faire Il est perdu, le tout pauvre. au long de sa carrière. Et Ouais. qui est une espèce en plus de mollusque qui sert strictement à rien, quoi. Et je Ça trouve joue sa figure un de héros. Le mec culot. sortait à peine de Die Hard, il avait déjà fait des trucs, il avait cette Ouais, espèce ouais. d'image quand même de golden boy Mais c'est ultra ça. viril, et qu'il a et à Et la là, baguette, voilà, quoi. est complètement rabaissé aux deux. Enfin, c'est aussi un homme un peu soumis à une femme qui est dans une psychose et puis qui bascule entre les deux, pensant que la pelouse est plus verte de l'autre côté. Enfin, je sais pas. Et t'as cette espèce de dimension, ouais, de sorcellerie, de fantastique, menée par Isabella Rossellini, qui est une sorte de qui est complètement envoûtante, qui est toujours dénudée, toujours très glamour, sans être vulgaire, juste cette espèce d'élégance. La fille, elle flotte, quoi. Enfin, je sais pas, elle est hallucinante. Et ce duo de enfin voilà, il y a l'ironie du sort entre ces deux femmes et leur quête à la noix, et c'est juste magique en fait, ça fonctionne juste super bien, quoi. Et j'adore la lumière de ce film, en fait, toute la notion de lumière entre la magie, l'espoir, le drame. Enfin, j'ai toujours trouvé ça assez superbe. Et je trouve le numérique fonctionne encore divinement bien quand
Goldie Hawn a justement ce trou énorme dans le ventre et qu'on arrive vraiment à voir, à voir bien tout et que c'est pas particulièrement C'est tellement décalé, drôle, ça. c'est fantastique, quoi. Ou quand elle s'assoit sur son trou, Ouais. avec la lance qui dépasse. Ça va jamais jusque-là, quoi. J'ai revu il y a pas très très longtemps un épisode, je crois que c'est de la saison 5 ou 6 d'X-Files, où ils vont dans une maison hantée et où il y a une personne, un fantôme en fait, qui a le corps transpercé comme ça et tout. Et ben c'est pas si bien fait qu'à l'époque, quoi. Enfin, ça a de la gueule, mais c'est pas. Enfin, il y a quasiment, il doit y avoir presque 10 ans d'écart entre les deux, et c'est fou, quoi. Enfin, non, ça a été un taf de malade, quoi. Et Zemeckis, comme on l'aime, jusqu'au bout, quoi. D'accord. Ellie. Oui. Toi aussi, tu es bien silencieux, tu attends ton tour? Bah oui, j'attends mon tour aussi, je suis poli. Parce que si la mort Eh bien, va c'est si ton bien à tour. Zemeckis, la parole va bien à mes partenaires. Il est flatteur ce soir, il n'y a pas de film qui l'a énervé. Oui. Tu vois. Non, là, c'est une bonne semaine, on est content. Et non, mais oui, je suis d'accord avec globalement tout ce qui a été dit. Le film est très réussi, c'est un vrai régal. Et c'est un peu, en fait, moi, quand j'ai vu le film, c'est un peu ce que je t'ai dit, Thierry, c'est un peu le film que j'aurais aimé avoir, enfin, les émotions que j'aurais aimé avoir devant Sacré Sorcière, en fait. Ouais. C'est, encore une fois, il y a un côté très cartoonesque, avec des gags à plus savoir quoi en foutre, qui s'enchaînent, mais qui sont tous plus réussis les uns que les autres. Un combat de pelle, quand même. Non, mais il y a un combat de pelle où genre ça enfonce la tête d'entre les épaules et tout, les effets sont super bien réussis. Et voilà, et en fait, il y a ce qui manque pour moi, un film comme Sacré Sorcière, et qui là, vraiment faire sortir le côté que Zemeckis, enfin, à cette époque-là, était brillant, c'est qu'il y a un brin de sadisme, en fait. C'est qu'il n'hésite pas à être à être un peu violent, il y a un petit peu franco et à se lâcher. Et du coup, bah, ça devient vite jouissif à regarder parce que on est dans la fête avec lui, quoi. C'est très très drôle. C'est une créativité mais hallucinante pour créer des images très très fortes. Hein, tout ce qui est lié au trou dans le ventre de Goldie Hawn ou tous les passages chez Isabella Rossellini. Il y avait vraiment, mais c'est genre une imagerie qui fait vraiment rêver avec bah, la belle photo de Dean Cundey, hein, qui a déjà été mentionnée, qui est quand même à saluer. Et voilà, c'est vrai que tout est parfaitement pensé. Il y a un mélange il y a un côté un peu kitsch par moment avec ces décors exagérés ou alors c'est genre le premier plan du film. Thierry, on s'est regardé, on a fait. Attends, mais c'est super beau, mais ça se voit tellement que c'est fake. Il y a pas un seul moment où on se dit que c'est un vrai décor, quoi. Mais pourtant, c'est vraiment tout ce que le film est, quoi. C'est une ribambelle d'effets, mais qui fait un bien fou quand on la voit défiler devant nous. Et c'est vraiment génial. Bruce Willis en débile, il excelle. Vraiment, il est parfait. Et le duo Goldie Hawn Meryl Streep, c'est quelque chose à voir. Franchement, l'évolution de leur relation tout au long du film, c'est vraiment c'est sûrement le point fort c'est le point fort du récit. C'est le fait que bah c'est un espèce de jeu de chat et de la souris, mais qui au final finissent par se rabibocher, quoi. On a un Tom et Jerry mais qui dure 2 heures avec un côté sorcière, quoi. Et c'est génial. Exactement ça, c'est exactement ça. Mais ouais, c'est ça, c'est les meilleurs ennemis ou les pires amis, Ouais, tu vois, c'est on ça. sait pas trop. C'est génial à voir. Comment elles interagissent ensemble et comment ça finit par évoluer. Et voilà, et c'est gentiment trashouille. Et c'est ça qu'on aime bien aussi, je pense, dans ce genre de film-là, c'est le fait que bah quand il faut mettre la main à la pâte, Robert il hésite pas, quoi. Genre ça arrache la peau, ça devient sale, un peu crade, et c'est et voilà, mais on prend plaisir à voir ça parce que bah ça fait partie d'un tout qui a beaucoup beaucoup de charme, qui traduit vraiment la vision d'un auteur qui à l'époque était complètement en pleine possession de toutes ses capacités, quoi. Il était vraiment au top de sa forme, il était survitaminé, le bougre. Et il nous en met plein les mirettes et on est content, et voilà, la mort lui va vraiment très très bien, mais on espère que on espère qu'elle n'arrive pas tout de suite quand même, quoi, parce que quand on voit ce qu'il a pu faire dans les années 90 et avant, bah on se dit que c'est quand même quelqu'un, Robert Zemeckis, quoi. Ah bah c'est clair, ouais. C'est clair. Quand tu parles je me permets, je rebondis vite fait. Quand tu parles de la scène d'intro, tu parles du show de Meryl Streep, en fait, c'est ça?
Ouais, même le tout premier plan avant le show, je sais pas si tu te souviens, c'est un plan en espèce de travelling qui descend, un espèce de façade, une façade de cabaret, quoi. Mais sauf que la façade, mais genre, ça n'a aucun sens, quoi. On dirait vraiment un truc en carton qui a été juste bien peinturluré et avec des LED dessus, tu vois. Sauf que ça rend trop bien. Et genre après, t'as la scène du cabaret qui est parfaite. Parce que la scène du cabaret, moi, je la trouve un peu surréaliste et à chaque fois, elle me fait penser un peu à la scène d'intro cabaret de Indiana Jones et le Temple maudit. Enfin, ce côté, c'est pas du tout sur scène que ça se passe en fait. Ouais, c'est ça. C'est très 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 stylé. Et en plus, le plan séquence dedans, mais de cette scène est dingue. C'est un taré. Il commence son film de la meilleure des manières où il nous pose directement les différents personnages et qui y sont vraiment, quoi. Et c'est alors en un plan on comprend très vite que Meryl Streep est très très attachée à son image, qu'elle fait hyper attention, qu'elle a un côté un peu séduisant, malicieux, que Bruce Willis est complètement teubé et il arrive à tomber sous le charme juste en se réveillant. Et que Goldie Hawn elle est paniquée, quoi, et qu'elle va devoir avoir plus d'un tour dans son sac pour s'en sortir, et voilà, tout est posé en un seul plan séquence. Et après ça coule tout seul, quoi. Voilà. Oui, surtout que c'est très vite quand vraiment les premiers échanges arrivent, tu sens qu'en plus c'est une vieille querelle qui semble remonter limite au lycée ou ce genre de choses là, quoi. Enfin, il y a toujours une compétition entre succès et réussite de l'une ou de l'autre, quoi. Donc mais je me demande même si elle lui dit pas qu'elle lui a déjà piqué d'autres mecs au lycée ou un truc comme ça, ou plutôt, enfin, il me semble qu'il y a une réplique un peu comme ça qui explique ça. Et du coup, on comprend pourquoi Goldie Hawn panique, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Mais bon, vu Gugus qui s'est ramené aussi, ça se facilite pas la tâche. Elle dit à un moment à Bruce Willis, je te fais passer le test de Madeline, si jamais tu tombes pas amoureux d'elle, c'est que ça va. C'est que ça va, ouais. Il a brillamment passé le test, hein. Ouais, magnifique. Mais carrément, mais c'est vrai que le film est assez... C'est très difficile de parler après tout ça, en effet. Je commence à comprendre les problèmes de présentation d'un épisode de Claque. Beaucoup de choses auraient été dites et je suis assez d'accord avec tout le monde, le film est assez fou. J'en avais un très 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 vieux souvenir, je l'avais vu très petit et c'était pas forcément quelque chose qui m'avait autant marqué que les autres Zemeckis que j'avais vus, donc je l'avais un petit peu ignoré, même si j'en avais un souvenir sympathique. Et là, ça a été une redécouverte. J'étais un gosse tout du long. Bon, il y a un truc que tu m'avais dit, Ellie, pendant qu'on était en train de le regarder, qui m'a fait marrer. Et c'est vrai que c'est fou. Eddie, ouais. Eddie, c'est celui qui était à droite, et Ellie, c'était celui qui était à gauche. Je l'appelle comme ça maintenant. C'est que tu disais, c'est quand même fou. Elles ont il y a des pouvoirs, il y a de la grandiloquence et tout. Et le récit se maintient à un triangle amoureux. Et qui c'est qui va garder le garçon à la fin? Et c'est pas exactement ça, mais c'est vrai qu'en soi, c'était marrant de se dire que c'est pour des enjeux extrêmement minimalistes avec des grands pouvoirs, quoi. Mais en effet, c'est fou de se dire qu'il y a un aspect autant ludique à la caméra. Moi, ce que j'adore dans La mort vivait si bien, c'est la façon dont il va jouer avec le fond de champ. Il se passe toujours quelque chose dans le fond de champ. Donc on a cité, c'est ça. On cite le passage du coup, voilà, où Goldie Hawn tombe dans la piscine, se prend un trou, qui est un passage que se prend un trou de carabine. Voilà. Elle se lève, et la caméra, alors qu'elle est en train de se lever, donc on sait que c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se lève. On voit la caméra qui passe à travers et les deux qui sont dans le fond, qui regardent à travers le trou. C'est incroyable de voir ça. Mais il se passe toujours des choses. Ne serait-ce que le passage où Bruce Willis est au téléphone en mode je crois que j'ai buté ma femme, elle est tombée dans l'escalier, mais on voit le corps comme ça qui est en train de se relever au fond et de revenir vers nous. Et pareil, le moment où elles sont en train de faire leur combat de pelle, on a Bruce Willis qui court dans tous les sens pour essayer soit de s'enfuir, soit d'appeler. On sait pas vraiment ce qu'il essaie de faire. Et il va chercher les fusils, puis finalement il se rend compte qu'il a pas envie de se mêler au combat, puis il essaie d'intervenir, puis il est tout le temps en train de courir. Et il y a cette espèce de cartoon dans le cartoon, en fait. Et ça, la caméra est toujours en train de faire quelque chose, de montrer quelque chose. Et c'est assez incroyable, justement, de voir quelque chose d'aussi ludique. Et c'est vrai que c'est un film qui, au final, paraît long dans le sens où il y a énormément de choses qui se passent. Et pourtant, il n'y a pas un seul moment où on se dit on en a trop eu, quoi. Jusqu'au moment où ça part dans... C'est ça, ça part dans une finalité où tu te dis peut-être qu'il ne sait pas trop comment conclure. Et il conclut avec un humour complètement absurde et complètement loufoque. Et ça marche, mais de fou. Et le seul truc qui m'a fait rire, d'ailleurs, bon c'est vrai que... Comme tu disais Léo, alors je me rends pas forcément compte parce que j'ai pas trop réfléchi à la question, mais en effet peut-être que ça parle pas très bien de l'agisme, mais bon, je trouvais que c'est intéressant moi, que ça aborde rapidement la question avec justement Meryl Streep et Goldie Hawn qui ont été connus
Alors peut-être pas forcément trop à cette époque, même si elles commençaient, elles avaient 40 ans toutes les deux, mais Meryl Streep par exemple est une nana qui est connue pour avoir longtemps milité contre la chirurgie esthétique à Hollywood et contre justement les apparences, et c'est l'une des rares actrices qui a d'ailleurs réussi à avoir une carrière en continu, là où beaucoup malheureusement sont mises au placard dès l'instant qu'elles correspondent plus au canon des studios. Et j'ai trouvé ça très sympa en fait de mettre Meryl Streep dans ce qui est au final un contre-rôle en fait par rapport à tout ce qu'elle promouvoit. Et j'ai trouvé ça assez fou. Et l'autre truc qui m'a fait rire, alors même si la question se pose pas, et dans ce cadre-là, vu que c'est pas non plus le couple qu'on nous vend de manière très idyllique, forcément qu'on se pose pas la question, mais j'ai trouvé ça très marrant de se dire que Goldie Hawn et Meryl Streep étaient plus âgés que Bruce Willis pendant le tournage. Et Goldie Hawn avait même 10 ans de plus que lui. Et j'ai trouvé ça fou du coup qu'on fasse de l'intérêt amoureux de ces deux nanas une espèce de petit docteur de pacotille plus jeune qui n'est pas du tout le grand étalon friqué qu'on pourrait imaginer, même si c'est un chirurgien esthétique et de la thune, mais qui n'est jamais mis comme le cliché du chirurgien esthétique qu'on pourrait imaginer, quoi. C'est un pauvre type qui picole, qui au final est l'archétype de ce que Zemeckis fait beaucoup dans sa carrière. Il a un gros souci avec l'alcool, ce monsieur, et la religion aussi à d'autres moments. Et là, il le dénote encore un peu dans ce personnage-là. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez cocasse de constater ça. Et je voulais vite fait rebondir sur une petite bêtise que j'ai adorée dans le film. C'est la scène où Isabella Rossellini sort de la piscine. Elle est nue. Et il joue à chaque fois sur les plans au moment où on va lui ramener son peignoir et puis sa tenue. Et à chaque fois, il joue sur le fait que le spectateur va croire qu'on va la voir nue, on va voir quelque chose, et c'est trop drôle, c'est trop bien fait. Et à chaque fois, il joue avec ça, il a cette candeur qui est tellement drôle. Donc, voilà. C'est au final très pudique pour une scène de semi-nu. Ça se moque aussi, je pense, de l'attente du spectateur, tu vois. Parce qu'elle est toujours quasiment à poil, et puis t'as ce côté où finalement on ne la voit jamais, et puis et ça tease un peu tout le temps, et c'est ça qui est trop drôle. Tout le long ça tease que des trucs et pour s'amuser avec le spectateur, c'est trop bien. Bien. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce corpus de 4 films. 4 films, c'est long, mais on s'arrête pas là quand même tout de suite. On parlait de sorcières et je vais demander maintenant à mon Coven, est-ce que vous aimez suffisamment nos auditeurs ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de les maudire? On va le savoir avec la qualité ou non-qualité de vos recos. La virgule, voilà, on passe au reco. Les recos, le panier d'amour, le sample Welcome to the Love Box. Welcome to the Love Box. Et évidemment des gens de qualité qui vont parler de choses, on espère, de qualité. Jess, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu parmi nous. Est-ce que tu as une reco à nous fournir? Eh bien, alors, si je reste sur le sujet des sorcières, je vais vous recommander The Witch qui est sorti en 2015 et réalisé par Robert Eggers. On retrouve dedans Anya Taylor-Joy, comme on a pu voir ces derniers mois dans Gambit, je sais plus, le jeu de la dame. Le jeu de la dame. La fameuse. Merci, j'ai un trou de mémoire. Donc cette superbe série qui est sur Netflix. Mais oui, Moi, je vous conseille The Witch. Je crois que lui aussi d'ailleurs est sur Netflix. Il me semble que c'est ce que vous me disiez d'ailleurs. Je crois que tu allais dire que Robert Eggers lui aussi nous conseille The Witch, mais j'espère. J'espère quand même, c'est son film. Donc si on doit rester sur les sorcières, voilà, je conseille celui-ci. Et puis sinon, je ne saurais que trop conseiller aux gens de se faire un gros tour de la filmo de Robert Zemeckis, puisque c'est certainement un des meilleurs réalisateurs, en tout cas pour moi, qui existe. Et que, à mon avis, même si ces sacrées sorcières n'étaient pas parfaites, il en a quand même encore sous le coude. C'est beau. Un petit amour gérontologique. Non, jamais. Bon, elle n'était pas là depuis un petit moment. Léo, si tu nous as abandonnés si longtemps, c'est parce que tu es revenu avec un panier et une reco exceptionnelle. Ah non, moi je suis toujours cool, je fais qu'une seule reco à chaque fois. Ah oui, sinon, non mais je m'en sors pas. Juste une partie, attention. Mais par contre, alors rien à voir avec les sorcières, hein, comme dame, je ne suis jamais la thématique pour mes recos. Mais il y a pas longtemps, j'ai regardé la série dont on a déjà pas mal parlé, enfin qui a fait parler d'elle,
la série britannique I May Destroy You de Michaela Coel, qui est vraiment une petite pépite. C'est une série assez courte, je crois qu'il y a genre une dizaine d'épisodes, qui parle qui est du point de vue d'une jeune femme qui s'est fait agresser sexuellement, et c'est l'une des rares œuvres filmiques qui arrive à parler d'un sujet aussi délicat et qui le fait aussi bien. Elle arrive à mettre déjà beaucoup d'humour dans cette série. Elle a Michaela Coel, qui joue aussi du coup le personnage principal, arrive à avoir un rythme hyper intéressant. Elle a une utilisation de la bande son aussi qui est hyper intelligente et du point de vue qui est juste exceptionnel. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez à la fois dur et en même temps cathartique à regarder. Je la conseille vraiment. Elle est disponible sur OCS en ce moment. Très bien, mais parfait. I May Destroy You, une série qui en effet fait beaucoup parler d'elle, et si, en faisant parler d'elle, elle plaît aussi à Léo, vous savez ce que ça veut dire, il faut y aller. Marwan, de ton côté, que nous ramènes-tu au bout de ta baguette magique? Pour le coup, c'est assez difficile. Donc, parce que j'ai pas été dans un appétit incroyable cette semaine. Je peux juste vous conseiller un achat que je viens de faire aujourd'hui, qui est le Blu-ray de Michel-Ange, qui vient de sortir. Un merveilleux film qui nous a totalement bouleversé chez Clac. Et pour le coup... je sais. Je disais, je sais. Oui, voilà, on était comme du petit foufou après le film, à voir la folie de l'esthétique, la folie du réel, du théâtre, dans tout ce qui était Michel-Ange, dans la folie du créateur qui est loin des stéréotypes. Donc c'est génial. Donc voilà, je vous conseillerais d'acheter, de vous procurer légalement le film Michel-Ange. Et donc Michel-Ange, je rappelle, qui est un film de Andrzej Konchalovsky, qui, si on a un peu de chance, sera toujours présent lors de la reprise des salles, puisque c'est ce qu'a annoncé le distributeur il y a peu. Voilà. Ellie, de ton côté. Oui. Alors moi, exceptionnellement, je vais rester dans le thème, parce que j'ai pas forcément vu grand-chose d'autre de très marquant cette semaine qui m'ont fait donner envie d'en parler. Mais du coup, moi, je vais parler d'un film qui est plus ou moins un film de sorcière, et qui s'appelle donc Aozu de Nobuhiko Obayashi, dont j'ai déjà rapidement parlé lors de ma dernière reco de la semaine dernière sur Mind Game. Et donc c'est un film japonais de 1977, et c'est un film de dingo. Genre, c'est peut-être un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie, et des plus éprouvants, mais c'est une expérience de cinéma que je ne peux que recommander. En fait, c'est un réalisateur de Nobuhiko Obayashi, donc qui est très connu pour avoir un style complètement improbable, où en fait il ne fait qu'expérimenter le montage, la mise en scène, les effets spéciaux en boucle, de manière presque frénétique, enfin c'est presque gerbant tellement il en fait des caisses, mais du coup ça crée des espèces d'ovnis, dont Aozu est peut-être le plus grand représentant, enfin en tout cas c'est son film le plus populaire, sûrement, et c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va emmener des amis à elle en vacances dans une maison de quelqu'un de sa famille, et en fait cette maison donc est habitée par la tante, normalement il me semble, donc de cette jeune fille, et en fait cette tante est plutôt mystérieuse, et il s'avère que sa maison est pleine de ressources très très bizarres. C'est une sorte de revisite de Blanche-Neige et les 7 nains, mais complètement sous acide. Et c'est délirant. Il y a du kung-fu, des pastèques qui ressemblent à des têtes, des pianos qui mangent des gens. Il y a une maison qui part en vrille toutes les 5 minutes. Il y a une BO qui est tellement entêtante qu'on a l'impression de devenir zinzin au bout d'une heure de film. Il y a vraiment rien qui va, et en même temps tout qui fait plaisir. Et c'est vraiment une expérience unique de cinéma. C'est 1h30 où on est perdu dans la folie d'un mec complètement fou. Et voilà, c'est très très jouissif. Ceux qui ont l'occasion de regarder ce film, je sais pas s'ils aimeront forcément parce que c'est très radical, mais ça ne laisse pas indifférent. Aozu de Nobuhiko Obayashi. Eh bien, ça va s'arrêter là parce que moi, malheureusement, les meilleurs films que j'ai vus la semaine dernière,
et que j'aurais volontiers mis en reco sont Les Sorcières d'Eastwick, Les Sorcières et La Mort vous va si bien. Je n'ai pas grand-chose d'autre à proposer. Tu peux me recommander moi, par exemple. Je peux recommander Marwan pour les soirées clandestines, pour des imitations clandestines aussi. Non, je rigole. Soirée coquine, envie d'une escorte adéquate pour accompagner vos soirées. Marwan Rossellini. Il sait parler, il sait faire de l'œil, il sait aussi se taire lorsqu'il y en a besoin. Il fait ça bien, ça. Contrairement à ce que l'on raconte, ses cheveux, totalement frisés, sont un réel critère de beauté le concernant. C'est comme ça qu'il a tué la femelle. Lorsqu'il a bu, on ne le comprend pas. Lorsqu'il n'a pas bu, on ne le comprend pas. Mais justement, ce mystère, c'est celui de Marwan. C'est ça. Pour vos soirées mondaines. La meilleure reco. Waouh, je kiffe, hein. Moi, je l'achète. J'aurais pu l'écrire, hein, mais tu me l'as demandé un peu sauvagement, donc j'ai fait comme j'ai pu. Thierry, je suis très déçu par contre. Hein. Je suis très déçu parce que tu dis que t'as pas de reco, mais pourtant il y a bien un film de sorcière qu'on a vu il y a quelques temps maintenant ensemble que t'aurais pu largement citer. Non, mais non, bien sûr. Tu sais, un film d'un grand réalisateur italien qui était vraiment au top de sa forme quand il a sorti celui-là, avec sa fille. Et je pense que vraiment, s'il y avait un film qui méritait d'être recommandé ce soir, c'est bien Mother of Tears. Non, non, c'est bas ce que vous faites. Bon, ok, ce film est d'une merde, mais quand même. Non, mais on aime Dario. Pas Dario. On aime Dario, mais avant, voilà. Mais voilà. Entre moi qui parle de films pour enfants et qui cite Takashi Miike et toi qui parle de bons films de sorcières et qui cite la fin de carrière de Dario Argento, on n'a pas fini. Hein. C'est la fin de cette émission. Et bien déjà, merci Jess de nous avoir rejoints. Bah oui, avec plaisir, en espérant pouvoir revenir très vite. Mais alors, ce qui est assez fou, c'est que là, auparavant, on te considère comme un membre de la famille étendue de Claque, puisque tu viens quand même de temps en temps, et on espère évidemment te voir plus régulièrement. Mais attention, cette fois-ci, on peut maintenant te présenter également grâce à une émission. Ah bon ? Mais quelle émission ? Alors, est-ce que tu veux vite fait nous en parler un petit peu, parce que c'est du teasing d'une émission qui arrive, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, et puis je pense que t'as bien compris, ouais. Alors, on va se permettre de faire un instant promo, mais promis, on le fera pas tout le temps. Instant promo. Donc, un nouveau podcast de cinéma de genre à découvrir, qui s'appelle donc La Bobine Hurlante, avec notre très cher Thierry et ma très chère Léo. Voilà, ouais. Nous sommes tous les trois dans cette nouvelle aventure. Et du coup, on a hâte que ça sorte et de pouvoir faire partager tout ça à grands coups de frissons. C'était nul, mais c'est pas grave. On viendra très bientôt. Mais si, c'était très très bien. Il m'a pas prévenu, alors moi là, je suis pas bien. Mais si, c'est très bien. Donc ouais, La Bobine Hurlante, un prochain podcast avec donc Jess, Léo et moi-même qui parlera de cinéma de genre en format mensuel dont nous parlerons peut-être pas forcément dans Claque parce que nous avons séparé évidemment nos médias. Ce sera quelque chose de totalement à part. Nous n'abandonnons pas la famille Claque. Évidemment que non. On l'aime tout autant. Et vous, si vous nous aimez, vous aurez 2 fois plus de nos voix. Et si vous ne nous aimez pas, vous aurez 2 fois plus de nos voix parce qu'il faut quand même écouter. Parce que écouter Claque et écouter La Bobine Hurlante, ça rend intelligent. On ne le dira jamais assez. Merci Ellie. Je croyais que t'allais dire si vous ne nous aimez pas, allez vous faire voir. Ouais, moi j'aurais dit ça. Non, j'aurais pu dire si vous ne nous aimez pas, allez vous faire foutre aussi, tu vois. Je veux dire, pourquoi voir ? Parce que je suis polie. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. je tiens à préciser, même si vu qu'on fait des blagues sur lui en fin d'émission, que notre cher qui joue de la guitare derrière moi et qu'on commence à entendre là, a crié oui quand j'ai dit foutre. Donc tu vois, comme quoi certains ont choisi leur camp et leurs mots. Je disais donc merci Ellie. Merci à toi et merci à tout le monde. C'était une très très bonne émission et une très très bonne semaine de film. Merci Marwan. Merci aux sorcières et aux sorciers. Merci Yassa. Il n'y a pas Yassa. Personne va rigoler. Je me suis dit, mais il a pas est sérieux ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait Il fait une attaque. Je dis, il a prévu une blague, il y a un truc, on patiente. Ça aurait été pas mal un petit happening en plein milieu. Elle débarque. Coucou.
Et une demi-heure de Yassa qui parle des films. Elle aurait pas parlé des bons films. Hein. Alors moi, je me suis trompé, j'ai vu Les Sorciers. J'ai regardé C'est pas sorcier. Merci Éléonore. Mais merci à toi. Merci Marwan. Je l'ai déjà dit merci Marwan en fait. Pourquoi je lui dis deux fois? Faut pas, on l'a Parce qu'il déjà faut vendu. beaucoup remercier Marwan. C'est important. C'est pour ça. Non, ouais, déjà que Marwan est une reco, maintenant on va pas non plus le remercier pour beaucoup. Dire maintenant faut qu'il redescende jusqu'à mardi prochain, tu vois, ça va être tout le challenge. Ça va être dur. Là, je suis sûr, là, il est déjà en train d'inonder les réseaux. Tout le monde dit que je suis merveilleux. C'est ça. J'ai été recommandé par Tac. Merci à Thomas qui va du coup faire le montage. C'est peut-être le premier épisode qu'on fait sans lui où on lui envoie pas un fichier où on part dans tous les sens toutes les 3 secondes. J'espère que ce sera son ressenti quand il montera cet épisode, mais on l'embrasse fort. On le souhaite une bonne fin de vacances et à la semaine prochaine. En attendant, merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, à venir commenter les épisodes. Vous verrez qu'on répond, on est gentil, on aime parler avec vous et on aime débattre, on aime se faire insulter si vous n'aimez pas les films dont on a parlé, en bien ou en mal, et vous répondre de manière très gentille ou très méchante parce que c'est le but des débats. Il faut que ce soit arrêté, il faut que ce soit clivant. Voyons. La preuve, ça fait même partie de Marwan quand on dit clivant. C'est un mot qu'il n'aime pas, c'est ainsi. Non, mais ça s'est déconnecté. Ah bon. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la plateforme de podcast avec laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide pour le référencement, ça nous fait remonter. Notez-nous, mettez un petit 5 étoiles éventuellement si vous aimez bien, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je l'ai déjà dit. Et surtout, voilà, écoutez-nous, faites-nous plaisir, dites-nous ce qui vous plaît, dites-nous ce qui ne vous plaît pas, dites-nous le format qui vous intéresserait, s'il y a des films qui vous tenteraient. Communiquez avec nous, bordel, nous communiquons avec vous, nous vous envoyons 2 heures d'audio toutes les semaines. Ah là 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 là. En attendant, on entend que le fond de ma voix est assez sec, je vais donc aller picoler soigneusement pour oublier cette présentation un peu ordurière. Et je vous dis à la semaine prochaine avec des films peut-être un peu moins féeriques, mais peut-être tout autant plus magiques. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. 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 Merci à Thomas qui va du coup faire le montage. C'est peut-être le premier épisode qu'on fait sans lui où on lui envoie pas un fichier où on part dans tous les sens toutes les 3 secondes. Production, j'étais en mode Marwan, ça va avoir de la gueule. Attends. Comment? Marwan, ton micro fait des bruits très bizarres. Ah merde, je me grattais en fait. Ah bah, Ah bah yes. Je me grattais juste avant. Dis que tu voilà, t'emmerdes. vous avez aussi, donc hein, je te maintenant dirais, un hein. sample de Non. Marwan qui se gratte. Non, je me... Allez, Ellie, continue à nous ennuyer. Vas-y. Comme vous vous doutez, nous sommes en train d'entendre voilà, la virgule et la bande-annonce de Sacrée Sorcière. Évidemment, si vous voulez faire des petits bruits Sacrée Sorcière, allez-y. Non mais n'empêche, je suis en train de me J'ai envie dire de que faire c'est des faits fou. Hein. avec mes aisselles. Les- Qui veut faire l'accent russe d'Anataway? Oula, oula. Je vais essayer, Allez, mais on est je promets parti. rien. On continue. Non mais je me disais que c'est fou quand même, les 3 films sont plutôt très très subtils sur le thème dont ils abordent, hein. Sacrée Sorcière, les sorcières d'Eastwick. Je pense qu'on est pas mal, tu vois, genre on peut pas mentir sur la marchandise là, cette semaine. Ah, oui, c'est sûr Pour une que fois, là, j'ai oui, pas tu- trop galéré pour le nom de la vignette. Hein. Ouais. C'est clair. On aurait pu rajouter The Witch, c'est vrai qu'on était en plein dedans aussi, quoi, au C'est ça. passage. Ah ouais, The Witch, puis il est sur Netflix, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était sur Netflix et ça aurait Mm. pu être intéressant. Mais ça aurait été un peu plus horrifique par rapport à ce qu'on a fait là. Oui, Là, oui, on est clairement. on est un peu Là, dans on est le quand même feel dans- good et la bonne humeur. On est cette dans la fois-ci. comédie. Hein. Voilà, Eh c'est oui, ça, on est dans mais la c'est comédie, on est toujours dans le pareil. conte. Il n'y a que Thomas pour vouloir nous faire nous sentir mal. Tu vois. Là, nous sommes justement dans la volonté d'être bien, d'être entre amis, d'être heureux face à cette situation affreuse. Évidemment, même si je sais que vous êtes très calme et pas très bon public ce soir, si vous voulez faire des bruits de la bande-annonce des sorcières d'Eastwick, c'est maintenant.
Faut qu'on dégueule des noyaux de cerises ou... S'il te plaît. Non Je suis Nicholson. Voilà. C'est Joker Nicholson, tu vois. Le Joker actuel, qui veut se réactualiser un peu. C'était avant. Tu vois. Tu le fais, tu le fais plus, ça. Vraiment, tu le fais plus. Ah bah... C'est lui qui recommence, il est en boucle. Oh mon Dieu. Il est bloqué, putain, c'est une maladie. Merde, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, désolé, hein, c'est compliqué pour le montage. Oh putain, ouais. On dirait Nicolas Canteloup qui imite Jack Nicholson, pardon, c'est très très gênant. Très gênant, ouais. Et en vrai, ça veut dire que c'est très bon. C'est Marwan qui imite Nicolas Canteloup, qui imite Jack Nicholson. En vrai, c'est super intéressant. Te jette pas trop de fleurs, Marwan. Oui, je suis Bruce Willis et puis je sais jouer dans Die Hard. Voilà. Arrête, c'est Bruce Willis qu'on avait encore quelque chose à foutre de sa carrière, c'est pas gentil. Mais il ressemble tellement pas à Bruce Willis, ouais. En Oui, plus, c'est terrible. C'est assez Hey, formidable. je suis Isabella Rossellini. Imaginez si vous avez connu Bruce Willis, enfin ceux qui ont connu juste Bruce Willis maintenant et qui pensent que c'est un acte, enfin tu sais un mec qui finit dans les rentes ou direct ou DVD du Cash Express du coin et qui se rendent compte que le mec a fait ça. Ah ça. Ça veut se prendre. Oh, c'est un film d'action, ça a l'air cool. Ah, c'est bizarre. En plus, mais tellement la mort vous va si bien, ça peut faire tellement film d'action comme titre. Die Hard 6. Bah ouais, grave. La mort vous va si bien. La mort vous va si bien. Excellent. C'est bon, ça. Voilà, on fera Die Hard 6 où où le boss final c'est Meryl Streep et Goldie Hawn. Oh ouais. Est-ce qu'il y a une corrélation entre film d'action et perte de cheveux? C'est une question super intéressante. Plus sa carrière dégringole, plus il il en a été perd. cascadeur. Pardon. Ce n'est pas un podcast visuel, personne ne sait que je suis extrêmement chevelu. Après, il a été cascadeur pour 30 jours max, donc bon, Voilà, la carrière... C'est la fin de la bande-annonce. Tu enlèveras bien le rire d'Anne que j'ai fait sur ma piste audio, s'il te plaît. Alors ça, ce n'est pas moi qui décide de ce qui reste ou ce qui ne reste pas. Mais t'inquiète pas, si nous aurons des remous de Thomas s'il rigole comme un âne lui Ouais. aussi en t'entendant. C'est ça.